Le soleil projetait de longues ombres sur les marches du tribunal lorsque Sarah Winter serra la main de son fils avec une force mêlée de tendresse et d'angoisse. Devant elle, une foule de curieux et d'investisseurs s'était réunie pour assister à la vente aux enchères des biens saisis par le comté. Une brise estivale portait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée et la promesse d'opportunités nouvelles, mais, dans l'estomac de Sarah, ce parfum se transformait en nœud d'inquiétude. 3 mois plus tôt, elle était encore Sarah Patterson, enseignante de chimie, vivant dans une banlieue paisible et confortable. Aujourd'hui, elle n'était plus qu'une divorcée sans ressources, une mère avec un fils de 12 ans qui dépendait entièrement d'elle. Ethan serra plus fort sa main. Ses yeux, trop graves pour son âge, reflétaient la lucidité douloureuse d'un enfant qui avait dû grandir trop vite. Il avait tout vu, leur vie qui s'effritait, les échecs répétés des affaires de son père, les dettes qui s'accumulaient, puis la saisie de leur maison, dernier rempart d'une stabilité fragile. Le coup final avait été le préavis de saisie, arrachant jusqu'à la dernière illusion de sécurité. Maintenant, il se tenait là, réduit à spectateur d'une vente aux enchères où des biens et des foyers s'envolaient au plus offrant. L'encanteur annonça une première maison, un ranch de 3 chambres. Les mises fusèrent aussitôt, montant bien au-delà de ce que Sarah aurait jamais pu rêver d'offrir. Elle glissa une main dans son sac, son patrimoine se résumait à $73 et quelques pièces. Autant dire rien. Chaque propriété disparaissait sous le marteau, vendue à des investisseurs bien habillés, et pourtant Sarah restait là. Pourquoi? Elle ne l'aurait pas su dire. Peut-être l'espoir insensé qu'un miracle surgisse. Peut-être la même obstination qui l'avait portée à travers son divorce, refusant d'accepter que le monde lui soit définitivement fermé. Puis l'encanteur lança lot numéro 14. Une cabane de montagne, 5 acres de terrain, Blackwell Ridge. Pas de service, état de délabrement avancé. Mise à prix, 5 cents. Un silence pesant s'abattit. Même les chasseurs de bonnes affaires reculèrent devant l'idée d'une masure isolée au cœur de la forêt. L'encanteur baissa, 2 cents. 100. Toujours rien. 50. Sa voix, désormais, trahissait son propre désespoir. Et là, sans réfléchir, Sarah sentit une certitude brûlante la traverser. Comme mue par une force invisible, elle s'entendit dire « Je donne 50 cents ». Des rires éclatèrent dans l'assemblée. Un homme en costume, l'air supérieur, se pencha vers son voisin et laissa échapper une remarque railleuse. L'encanteur plissa les yeux, hésitant « Madame, ceci est une vente légale, pas une plaisanterie ». Rougissante mais déterminée, Sarah redressa les épaules. « J'ai 50 cents. Et vous n'avez pas d'autre enchère. Le comté veut se débarrasser de cette propriété, n'est-ce pas ?» Les murmures redoublèrent, mais le fonctionnaire finit par hocher la tête. L'encanteur, résigné, abattit son marteau, adjugé à la dame, 50 cents. Sarah glissa 2 pièces ternies dans la main du greffier. Le même homme en costume s'approcha, ironique, vous venez d'acheter un tas de planches pourries. Cette cabane n'a pas vu âme qui vive depuis la disparition de Sullivan, il y a des décennies. Vous seriez mieux dans votre voiture. Sarah soutint son regard, la voix ferme, parfois, le plus grand courage est de miser tout ce qu'on a, sur rien du tout. Il haussa les épaules et partit en riant. Ethan la fixait, les yeux écarquillés. On va vraiment vivre dans une cabane dans les montagnes. Sarah caressa le papier de propriété glissé dans sa poche, partagé entre la peur d'avoir commis une folie et l'intuition d'avoir trouvé leur salut. Elle sourit doucement, on va à Truckburn. La route jusqu'à Blackwell Ridge dura près de 2 heures. Les 40 derniers kilomètres n'étaient qu'un chemin de terre cabossé où chaque nid de poule menaçait d'achever leur vieille Honda Civic. À mesure qu'ils avançaient, la civilisation s'effaçait, d'abord les lotissements, puis les villages, puis les fermes éparses. Bientôt, il ne resta plus que la forêt, immense et oppressante, et quelques sentiers perdus. Le GPS avait cessé de fonctionner depuis 20 minutes. Sarah suivait un croquis griffonné par le greffier au dos de l'acte de vente, tourné à gauche au pin foudroyé. Elle repéra l'arbre tordu et calciné, puis engagea la voiture sur un sentier encore plus étroit. À l'arrière, Ethan, d'ordinaire si bavard, restait muet, collé à la vitre. Le motel où il logeait jusque-là avait ses défauts, des murs trop fins qui laissaient passer les disputes des voisins, l'angoisse permanente de voir l'argent filer. Mais il offrait encore de l'eau courante, de la lumière, un semblant de normalité. Ici, il roulait comme hors du monde connu, dans un territoire qui n'existait plus sur aucune carte. Après un virage serré autour d'un énorme rocher, la cabane apparut enfin.
Sarah sentit son cœur se serrer. Cabane? Le mot était généreux. Une masure basse, toit affaissé, fenêtre barricadée de planches, perron penché sur le côté avec des marches pourries menant à une porte verrouillée par un cadenas rouillé. Maison, douce maison, murmura Ethan, la voix chargée d'un humour amer. Sarah força un sourire, c'est un peu, à retaper. Mais c'est à nous. Pas de loyer. Pas d'hypothèque. Juste un endroit pour souffler et décider de la suite. Ils s'approchèrent en enjambant branches mortes et herbes hautes. Le cadenas céda sous une clé ancienne, lourde, semblant sortie d'un musée. La porte s'ouvrit dans un grincement, libérant une bouffée d'air moisi. Des particules de poussière s'élevèrent dans les rayons du soleil, révélant un intérieur mieux conservé qu'elle ne l'aurait cru. Une grande pièce servait à la fois de salon et de cuisine, dominée par une imposante cheminée de pierre. Au fond, une porte menait à une chambre, et une échelle étroite suggérait un grenier ou une mezzanine. Le plafond portait les cicatrices de fuite, mais les poutres, massives et taillées avec soin, tenaient bon. Sarah posa la main sur le bois, malgré les années, la structure respirait encore la solidité d'un savoir-faire ancien. Pas d'électricité. Pas d'eau courante. Comment on va faire? Demanda Ethan, inquiet. Sarah, mordant ses lèvres, répondit avec une conviction qu'elle n'éprouvait pas encore vraiment, on s'adaptera. Les gens ont survécu des millénaires sans confort moderne. Je sais purifier l'eau, il doit y avoir une source pas loin. Personne ne construit une cabane sans eau. Elle arracha quelques planches pourries des fenêtres, laissant entrer une vague de lumière. Peu à peu, les détails se révélèrent, un vieux poêle à bois, des étagères intégrées, une table grossière. Rien n'était neuf, mais tout respirait la main de ceux qui avaient vécu là autrefois. On devra commencer par le toit. Puis les fenêtres. Ensuite vérifier la cheminée pour l'utiliser sans danger. Et trouver l'eau. Sarah énumérait, transformant l'impossible en liste de tâches. Ethan, d'abord sceptique, se laissa entraîner par la découverte. Dans la chambre, il pointa un détail, des initiales gravées sur l'appui de fenêtre. TS1, 1967, lut-il à voix basse. Sarah passa les doigts sur les lettres, quelqu'un a vécu ici. Ils en ont fait leur foyer. Et nous pouvons recommencer. Ils passèrent le reste de la journée à explorer. Le terrain, 5 acres boisés, descendait vers un ruisseau limpide à 200 mètres. Sarah remplit des bouteilles pour les tester plus tard. Un vieil abri de fortune, servant autrefois d'aisance, se dressait non loin, bancal mais réparable. À l'intérieur de la cabane, ils balayèrent poussière et débris, redonnant un semblant d'ordre à ce refuge oublié. Le soleil déclinait derrière la crête lorsque Sarah et son fils s'assirent sur le perron vermoulu. Ethan posa sa tête sur son épaule. Le silence de la forêt n'était brisé que par le chant des grillons et le murmure lointain de l'eau. Sarah regarda les collines qui se teintaient d'or et de pourpre. Son cœur battait encore de peur, mais au milieu de ce vide, une étincelle naissait, l'impression que, peut-être, il venait de trouver non pas la fin, mais un commencement. En retirant les planches qui recouvraient le sol, Sarah et son fils découvrirent un parquet de bois massif, solide et intact malgré les années. Ils arrachèrent ensuite les dernières planches clouées aux fenêtres, permettant à l'air de circuler et de chasser peu à peu l'odeur de renfermé qui imprégnait la cabane. L'intérieur était nu, rudimentaire, presque austère, une simple table bancale accompagnée de 2 chaises, un cadre de lit métallique dépourvu de matelas, quelques étagères et crochets fixés au mur. Rien de plus. Pourtant, ces murs fatigués représentaient désormais un refuge, aussi fragile fut-il. Quand le soleil commença à décliner derrière les montagnes, ils déroulèrent leurs sacs de couchage sur le plancher fraîchement balayé. Leur voiture, garée devant la cabane, contenait tout ce qu'il leur restait de leur ancienne vie, quelques vêtements, un petit réchaud de camping, quelques outils de base, et une poignée d'objets personnels sauvés du naufrage de leur existence passée. La faillite, le divorce, l'effondrement de toutes leurs certitudes, tout cela avait réduit leur monde à ce maigre inventaire. Demain, ils transporteraient le contenu de la voiture à l'intérieur, mais ce soir-là, ils étaient trop épuisés pour autre chose que le repos. Sarah, ancienne professeure de chimie, avait déjà mis à profit sa rigueur scientifique. Elle avait dressé mentalement la liste des besoins fondamentaux, eau, abri, chaleur, nourriture. Rien n'avait vraiment changé depuis l'aube de l'humanité. L'eau pouvait provenir du ruisseau voisin, à condition de s'assurer de sa pureté. La cabane offrait un toit, même s'il menaçait de céder en plusieurs endroits. La cheminée et le vieux poêle à bois pourraient peut-être fournir de la chaleur,
si tant est qu'il soit encore fonctionnel. Restait la nourriture, le défi le plus pressant et le plus constant, car leur maigre provision ne suffirait pas longtemps. Allongée dans son sac de couchage, plongée dans l'obscurité de la cabane, Sarah sortit un carnet de cuir usé, un cadeau d'anniversaire d'Ethan, offert avant que tout ne bascule. Les pages étaient remplies de listes, de calculs, de comptes précis. C'était devenu son outil pour tenter de reprendre le contrôle sur un avenir incertain. À la lueur d'une petite lampe à piles, elle y nota une nouvelle entrée. Premier jour à Blackwell Ridge. Cabane meilleure que prévu. Fondation solide, structure correcte. Toit, 3 fuites repérées, réparations urgentes. Ruisseau à environ 200 mètres au sud, semble propre mais nécessite analyse. Latrine fragile mais utilisable. Pas de traces d'animaux dans la cabane. Priorité, 1. Réparer le toit. 2. Sceller les fenêtres. 3. Inspection cheminée et foyer. 4. Tester l'eau. 5. Plan alimentaire durable. Lorsqu'elle referma le carnet, le silence de la forêt se fit plus présent. Rien à voir avec la ville, où les bruits étaient constants, moteurs, voisins, appareils électriques. Ici, seul le ululement d'une chouette, le froissement des feuilles et le murmure lointain du ruisseau troublaient la nuit. Ethan, à ses côtés, respirait déjà profondément. Son sommeil avait quelque chose d'émouvant et de cruel à la fois, cet enfant n'aurait jamais dû apprendre aussitôt à s'adapter aux échecs du monde adulte. Pourtant, il le faisait avec une résilience qui inspirait sa mère. Sarah savait que les probabilités jouaient contre eux. Son esprit scientifique lui rappelait sans cesse la dure réalité des chiffres, peu de ressources, beaucoup de risques. Mais pour la première fois depuis des mois, il possédait quelque chose qui leur appartenait vraiment. Pas un logement loué, pas un toit prêté par la charité ou la bonne volonté d'un proche. Ce cabanon perdu dans les montagnes était à eux seuls. Et cela, déjà, avait une valeur inestimable. L'aube d'une nouvelle vie. Au petit matin, les rayons du soleil traversèrent les fenêtres désormais dégagées, dessinant des motifs géométriques sur le plancher. Sarah s'éveilla avec la lumière, une habitude née de leurs mois de lutte quotidienne pour survivre. Elle observa son fils encore endormi, ses cheveux sombres en bataille, le visage paisible dans le cocon de son sac de couchage. Elle lui laissa ce répit, sachant que la journée à venir exigerait de lui autant que d'elle. En sortant sur le perron, elle inspira profondément l'air vif de la montagne. La plateforme de bois, qu'elle croyait la veille prête à s'effondrer, s'avérait étonnamment solide. Devant elle, la forêt s'étendait, dense et protectrice, composée principalement de pins et de chênes. L'épaisse végétation formait des frontières naturelles sur 3 côtés. Vers l'est, le terrain s'ouvrait, dévoilant une vue sur la vallée et ses crêtes bleutées se superposant à l'horizon. Guidée par le chant des oiseaux et le bruissement des feuillages, Sarah descendit jusqu'au ruisseau. L'eau courait sur des pierres polies, formant par endroits de petites vasques cristallines. Elle s'accroupit, plongea la main dans l'onde glaciale. Son esprit de chimiste s'éveilla aussitôt, il faudrait tester cette eau, trouver un moyen de la purifier, anticiper les risques invisibles. Ce serait leur première source de vie. De retour à la cabane, elle trouva Ethan occupé à inspecter la grande cheminée de pierre. Les blocs de rivière, assemblés sans mortier, semblaient encore solides. La cheminée tenait debout, mais Sarah nota mentalement qu'elle devrait vérifier l'intérieur avant d'allumer le moindre feu. Ensemble, mère et fils parcoururent chaque recoin de la cabane à la lumière du matin. La pièce principale mesurait environ 6 mètres de côté, la cuisine étant délimitée par le vieux poêle et un évier sec. La petite chambre du fond, moitié moins vaste, contenait des étagères et une fenêtre gravée d'initiales anciennes. Une échelle menait à un réduit sous le toit, un espace juste suffisant pour entreposer quelques affaires, peut-être même pour qu'Ethan y aménage plus tard un coin à lui. En déplaçant un lourd meuble pour accéder à une fenêtre, Ethan fit une découverte inattendue, une feuille jaunie, coincée derrière le bois. Une phrase unique, griffonnée à l'encre pâlie, le trésor n'est pas sous la terre, mais en elle. Le garçon leva vers sa mère des yeux curieux. Sarah retourna la page, espérant d'autres indices. Rien. Probablement une énigme laissée par un ancien occupant, ou peut-être une allusion aux mines d'argent qui avaient autrefois façonné ces montagnes. Elle glissa le papier dans son carnet, la réponse viendrait plus tard. Pour l'instant, la survie passait avant les mystères. Le poids des urgences. Ils passèrent la matinée à décharger la voiture et à installer le réchaud de camping sur le perron. Sarah avait emballé leurs provisions avec soin, du gruau, quelques fruits secs, des haricots en conserve, du riz, des pâtes,
du lait en poudre. De quoi tenir 2 semaines, si tout était rationné. Au-delà, il faudrait trouver une autre source d'approvisionnement. Après un petit déjeuner frugal, ils attaquèrent la tâche la plus pressante, le toit. De l'intérieur, ils avaient repéré 3 fuites. Mais pour mesurer l'ampleur du problème, Sarah dut grimper dehors. Faute d'échelle, elle utilisa le capot de la voiture, puis le toit du perron, pour atteindre enfin la couverture principale. Là-haut, le constat était pire qu'elle ne l'avait imaginé. De nombreuses bardeaux pourris, d'autres à moitié arrachés, prêtes à s'envoler à la prochaine pluie. Ethan, posté en contrebas, lui tendait les outils en silence. « Maman, tu crois qu'on peut vraiment vivre ici ?» demanda-t-il d'une voix hésitante. Sarah suspendit son geste, cherchant la réponse la plus juste. La vérité aurait été trop lourde pour lui, les chances de réussite étaient minces. Mais elle refusa de lui imposer ce poids. Ce sera difficile, mais oui, on peut y arriver. Des gens ont survécu dans des endroits comme celui-ci pendant des siècles. Nous allons simplement réapprendre ce qu'ils savaient déjà. De son perchoir, Sarah pouvait voir au loin, aucune autre cabane à l'horizon, mais une fine fumée grise s'élevait d'un point reculé de la montagne. Il n'était pas complètement seul. Cette solitude, elle le savait, serait à la fois une bénédiction et un danger. Personne pour juger leur choix désespéré, mais personne non plus pour tendre la main en cas de catastrophe. À la tombée de l'après-midi, ils avaient arraché les parties les plus abîmées du toit. Restait un champ de trous béants qu'ils recouvrirent à la hâte d'une bâche fixée avec des pierres et des cordes. Une solution provisoire, rien de plus. Le lendemain, il faudrait trouver des matériaux, sans doute dans la ville la plus proche, où qu'elle se trouve. Un projet au-delà de la survie. Chaque problème appelait une solution que Sarah cataloguait mentalement avec la rigueur d'une scientifique. Le toit, à refaire. Les fenêtres, à calfeutrer avant l'hiver. La cheminée, à inspecter malgré l'absence d'argent pour payer un professionnel. Les latrines, à renforcer et assainir. L'eau du ruisseau, à tester, à canaliser. La nourriture, à cultiver, à cueillir, peut-être même à chasser. Autant de compétences qui lui étaient étrangères, elle qui avait enseigné les molécules et les équations dans une banlieue paisible. Chaque défi semblait insurmontable pris isolément. Mais ensemble, ils formaient un projet, pas seulement survivre, mais reconstruire, se transformer. Cette cabane délabrée n'était pas qu'un abri de fortune. Elle pouvait devenir une renaissance, un second départ, une promesse cachée sous le vernis de la nécessité. En fouillant les tiroirs de la cuisine, Ethan dénicha un petit trésor inattendu, des revues anciennes, des journaux miniers des années 1960, des cartes géologiques détaillées, et même un carnet manuscrit répertoriant des veines d'argent prometteuses dans la crête nord. L'ancien propriétaire n'avait pas seulement cherché à survivre ici, il semblait animé d'une quête. Ça pourrait valoir de l'argent, non, proposa Ethan en feuilletant les pages couvertes de schémas. Sarah prit un des documents, étudia les cartes avec attention. Ce n'est pas leur valeur marchande qui compte, mais l'information qu'elles renferment. Si ces montagnes recèlent encore de l'argent, savoir où chercher pourrait être précieux. Elle rangea les papiers dans sa collection croissante d'objets à examiner plus tard. Pour l'heure, seule comptait la survie. Mais, dans les marges de leurs luttes immédiates, la cabane leur révélait peu à peu ses secrets, comme si chaque fissure, chaque recoin recelait une histoire à déchiffrer. Le soleil déclinait derrière les crêtes, et dans la lumière dorée du soir, Sarah et Ethan avaient réussi à dégager suffisamment d'espace dans la grande pièce pour en faire un semblant de foyer. Certes, leur sac de couchage reposait encore directement sur le plancher rugueux, mais déjà la cabane commençait à respirer une chaleur nouvelle. Sarah avait soigneusement rangé leurs rares livres, disposé quelques ustensiles de cuisine près du vieux poêle à bois, et posé sur la table artisanale une lanterne à pile qui diffusait une clarté douce. Ces gestes simples, presque dérisoires, suffisaient pourtant à transformer un abri abandonné en un lieu qui ressemblait, de loin, à une maison. Ce soir-là, elle fit chauffer de l'eau sur leur petit réchaud de camping, y ajouta des sachets de soupe instantanée. Leur premier repas chaud dans cette nouvelle demeure avait la saveur du réconfort. Assis en tailleur sur leur sac de couchage, ils mangèrent en silence, savourant chaque gorgée. Mais Sarah remarqua le regard fixe de son fils. Ses yeux d'enfant restaient accrochés à une gravure visible sur l'encadrement de la porte du fond, TS1, 1967. Ethan répéta lentement les lettres et les chiffres, comme pour les graver dans sa mémoire. « Tu crois que c'est celui qui a laissé tout ce matériel de mineur ?» demanda-t-il. « Et, qu'est-il devenu ?» Sarah hésita.
Au tribunal, le greffier du comté n'avait rien dit d'autre que « propriété abandonnée pour impayé ». À l'enchère, un riche acheteur avait murmuré que le vieux Sullivan avait disparu depuis des décennies. Elle posa une main rassurante sur l'épaule de son fils. Ce sera un mystère de plus à élucider. Demain, quand nous irons en ville, nous chercherons des réponses. Mais pour l'instant, concentre-toi sur ce que nous devons faire pour rendre cette cabane habitable. Plus tard, à la lueur vacillante de la lanterne, Sarah ouvrit son journal. Son écriture méthodique, presque clinique, lui servait d'ancrage émotionnel. Elle nota, toit provisoirement réparé, vitres dégagées, découverte de publications géologiques laissant penser à une activité minière, prélèvement d'eau du ruisseau attesté. Priorité du lendemain, acheter du matériel de couverture, quelques denrées de base, se renseigner sur l'ancien propriétaire, trouver des produits pour analyser l'eau. L'épuisement finit par l'emporter. Cette nuit-là, malgré la rudesse des lieux, elle dormit profondément. Dans ses rêves, des filons d'argent serpentaient sous la roche, l'eau coulait sur des métaux précieux, et une phrase résonnait comme un écho mystérieux, le trésor n'est pas sous la terre, mais dans ses profondeurs. Le lendemain, le trajet jusqu'à Pineville s'avéra long et exigeant. La petite communauté, nichée 22 miles plus bas, offrait le visage rude des villages de montagne. Au magasin de bricolage, le propriétaire, un vieil homme tanné par le vent, leva les sourcils quand Sarah mentionna Blackwell Ridge. « Alors, c'est vous qui vivez dans la cabane du vieux Sullivan » s'exclama-t-il. Personne n'y a habité depuis le début des années 70. La plupart des gens pensaient qu'elle finirait par s'effondrer. Sarah acheta ce qu'elle put, quelques matériaux pour le toit, des provisions de base. Puis elle risqua la question qui lui brûlait les lèvres. « Savez-vous qui était Sullivan » J'ai trouvé des initiales gravées dans le bois, TS, datées de 1967. Jim Harris, le commerçant, s'appuya contre son comptoir, songeur. Thomas Sullivan, oui. Un géologue, peut-être ingénieur des mines. Il est arrivé ici dans les années 60. Un homme intelligent, mais solitaire. Toujours dans les montagnes à cartographier, prélever des échantillons. Puis un jour, plus rien. Certains disent qu'il a trouvé un filon et s'est enrichi avant de disparaître. D'autres prétendent qu'il s'est attiré des ennuis avec de grandes compagnies minières. Mais le plus probable, c'est qu'il est mort là-haut, seul. Intriguée, Sarah poursuivit son enquête à la bibliothèque. Dans les archives locales, elle découvrit plusieurs mentions de Thomas Sullivan. Un article de 1965 annonçait son achat de la propriété de Blackwell Ridge, autrefois exploitée par la société minière du même nom, aujourd'hui disparue. La photographie qui accompagnait l'article montrait un homme mince, au regard perçant, dont les tempes grisonnaient prématurément. Thomas Sullivan, originaire de Denver, Colorado, désormais résident de Pineville, disait la légende. Sarah fit des photocopies et les ajouta à son dossier grandissant sur l'ancien occupant de la cabane. Ce mystère devint pour elle une échappatoire bienfaisante, une énigme à résoudre entre deux corvées épuisantes. Les jours suivants s'enchaînèrent selon un rythme régulier, réparé, consolidé, improvisé. Avec Ethan, elle remplaça des tuiles, colmata les fenêtres avec du plastique, dégagea les buissons, mit en place un système de collecte et de purification de l'eau du ruisseau. Chaque effort leur donnait plus de force, plus de confiance. La montagne commençait à les accepter. Sarah entreprit aussi d'enseigner elle-même à son fils. La forêt devenait une salle de classe vivante, botanique en cueillant des plantes comestibles, physique à travers l'usage des leviers et poulies, chimie dans la purification de l'eau et l'étude des matériaux récupérés. Ethan s'épanouissait dans cette école à ciel ouvert. Ses mains d'enfant savaient atteindre des recoins où Sarah ne pouvait pas passer. Ensemble, ils formaient une équipe soudée, trouvant dans ce projet commun une guérison progressive après l'effondrement de leur ancienne vie. La cabane changeait de visage. Le toit ne fuyait plus, les fenêtres laissaient entrer la lumière tout en bloquant les courants d'air, et la cheminée rendue opérationnelle diffusait une chaleur bienvenue. À mesure que l'automne refroidissait l'air, ils explorèrent des bâtiments abandonnés. Un vieux camp de chasse leur offrit un matelas encore utilisable, une remise effondrée, du bois de charpente. Chaque soir, Sarah consignait dans son journal les progrès réalisés, les dépenses comptées au centime près, et les informations glanées sur Sullivan. Les journaux de mines découverts dans la cabane se révélaient fascinants, relevés précis des formations géologiques, notes détaillées sur des dépôts d'argent potentiels. Un matin clair d'octobre, alors qu'ils consolidaient le perron, le grondement d'un pick-up retentit sur leur chemin. Une femme aux cheveux argentés descendit du véhicule,
le regard curieux. Je suis Martha Blackwell. Ma famille possédait cette montagne avant que la compagnie minière ne l'achète dans les années 30. On m'a dit en ville que quelqu'un vivait de nouveau ici. Sarah, consciente de ses vêtements usés et de ses mains abîmées, se présenta avec Ethan. Martha parcourut des yeux la cabane, les réparations, le bois empilé, le petit jardin. Vous avez fait en un mois plus que ce que tout le monde croyait possible. La plupart pensaient que vous abandonneriez dès la première pluie. Très vite, Martha devint une visiteuse régulière. Elle apportait parfois des œufs frais, des pommes, ou des conseils précieux sur la survie aux hivers montagnards. Mais surtout, elle partageait des souvenirs sur Sullivan. Cet homme fuyait quelque chose, confia-t-elle un soir. Il connaissait ces montagnes mieux que personne. Il était persuadé que d'immenses gisements d'argent restaient inexploités. Mais il ne voulait pas que les grandes compagnies les exploitent. Il parlait souvent de développement responsable, de justice pour les communautés locales. Ses confidences donnaient chair au fantôme de TS, dont l'esprit semblait hanter chaque recoin de la cabane. Ses livres de géologie, ses meubles façonnés à la main, l'orientation réfléchie de la maison, tout portait la marque de son intelligence. À l'approche de l'hiver, les avertissements de Martha les pressaient. Sarah et Ethan empilèrent du bois, isolèrent les murs avec des matériaux de récupération, aménagèrent un espace pour stocker leur nourriture. Mais leurs finances restaient fragiles, la modeste pension du divorce s'épuisait. Sarah trouva de petits boulots à Pineville, cours particuliers, aide au magasin de bricolage, correction pour un bureau d'ingénierie. L'argent suffisait à peine. Pas de place pour le superflu. Un après-midi glacial, alors qu'il renforçait la vieille cabane extérieure, Ethan glissa sur le sol gelé. Pour se retenir, il prit appui sur une planche pourrie qui céda brutalement. Le garçon tomba à moitié dans le vide, disparaissant presque dans l'ouverture. Le cœur de Sarah s'arrêta, elle le saisit et le ramena d'un geste paniqué. « Ça va ? Tu es blessé ?» demanda-t-elle, les mains tremblantes. Ethan, plus surpris qu'endommagé, se redressa en secouant la poussière de ses vêtements. Ses yeux brillaient d'excitation. « Maman, regarde. Il y a quelque chose en dessous. » Elle braqua sa lampe torche dans le trou béant. Là, sous le plancher vermoulu, niché contre un poteau de fondation, se trouvait un petit coffre métallique. À demi enfoui sous la terre et les débris, il semblait avoir été dissimulé volontairement. La cabane, pensait-elle jusque-là débarrassée de ses secrets, venait de livrer un indice qui pouvait bouleverser leur existence. Le hasard seul semblait avoir guidé leurs pas ce jour-là. Avec 1000 précautions, ils parvinrent à dégager le vieux casier de métal prisonnier des décombres de l'abri de jardin. Le meuble, couvert de taches d'oxydation et rongé par les années, résistait encore, mais son intégrité était étonnamment préservée. La serrure rouillée n'était plus qu'une coquille fragile, une simple pression de la pince la fit céder, libérant le couvercle dans un grincement plaintif, comme un souffle échappé du passé. À l'intérieur, soigneusement protégés par des toiles huilées, reposaient des liasses de documents, des cartes pliées avec rigueur et plusieurs échantillons de minerais. Sarah sentit ses doigts trembler lorsqu'elle déroula le premier paquet. Les feuilles, malgré les décennies écoulées, avaient conservé une fraîcheur inespérée. Elle découvrit des certificats de concession minière, préparés mais jamais déposés, des cartes topographiques annotées de symboles énigmatiques, et des lettres rédigées d'une main appliquée, mais jamais envoyées. Tout au fond, un journal relié de cuir portait les initiales TS gravées en relief. Thomas Sullivan, murmura Ethan, fasciné, en se penchant par-dessus l'épaule de sa mère. C'est donc lui, le fameux TS, gravé sur la poutre. À mesure que Sarah parcourait ces pages, les pièces du puzzle s'assemblaient. Sullivan n'était pas un simple passionné de géologie, il avait découvert quelque chose d'assez considérable pour en consigner chaque détail avec une précision obsessionnelle, et pourtant il avait choisi de dissimuler son travail au lieu de réclamer la fortune qui semblait à portée de main. Ethan sortit alors un petit sac de cuir du fond du coffre. Il contenait des dizaines de fragments rocheux, chacun étiqueté de coordonnées et de dates. Plusieurs scintillaient de ce reflet métallique que Sarah, grâce à son passé de professeur de chimie, reconnut immédiatement, de l'argent, et de belle qualité. De retour à la cabane, ils étalèrent leurs trouvailles sur la table grossièrement façonnée. Les cartes révélaient un paysage décrit avec un soin quasi scientifique, courbes de niveau, cours d'eau, failles géologiques. Chaque détail respirait le professionnalisme. Plusieurs symboles correspondaient à des filons d'argent, confirmés par les notes du journal. En feuilletant ce dernier,
Sarah découvrit l'histoire d'un ingénieur minier de Denver issu d'une famille d'industriels. Thomas Sullivan avait quitté ses associés pour s'installer à Blackwell Ridge, convaincu que les montagnes recelaient des richesses inexploitées. Ses premiers écrits consistaient en observations techniques, épaisseur des veines, méthode d'extraction, rendement des échantillons. Mais, au fil des pages, son ton se transformait. Sa plume devenait celle d'un philosophe, hanté par les conséquences de son savoir. 15 juin 1967. La teneur en argent des échantillons du jour dépasse toutes les valeurs connues dans cette région. Les estimations les plus prudentes confirment une viabilité commerciale immense. Pourtant, je redoute de plus en plus ce que les méthodes d'extraction infligeraient à cette vallée. Les nappes seraient souillées pour des décennies. 3 août 1967. Nouvelle lettre de la Western Mining Corporation. Leurs propositions s'amplifient à chaque envoi. Ils flairent la valeur de mes recherches mais n'en comprennent pas la portée. Pour eux, ces montagnes ne sont qu'une colonne de chiffres dans un rapport aux actionnaires. 17 octobre 1967. Aujourd'hui, j'ai pris ma décision, je ne déposerai pas mes dossiers. J'achèverai la documentation et la cacherai. Peut-être qu'un jour, des techniques responsables permettront l'exploitation sans destruction. Jusque-là, l'argent restera là où il appartient, sous terre, et non dans les livres de compte d'une compagnie. Ces dernières notes décrivaient comment il avait emballé ses papiers, construit des cachettes, et laissé volontairement quelques indices pour qu'un esprit curieux, attaché à cette terre, finisse un jour par comprendre. Son ultime recommandation résonnait comme un testament. Que celui qui trouvera ces pages sache que la vraie richesse n'est pas seulement dans l'extraction, mais dans le respect de la terre qui nous la confie. Sarah referma le journal, bouleversée. Les preuves étaient indiscutables, Sullivan avait découvert des filons d'argent exploitables tout autour de leur cabane. Par choix moral, il les avait soustraits aux convoitises industrielles. Et aujourd'hui, par un concours de circonstances improbables, une enchère dérisoire, un plancher pourri, une chute, ce savoir ressurgissait entre leurs mains. Alors, ça veut dire qu'on est riche, demanda Ethan, les yeux brillants d'espoir. Sarah contempla les cartes et les échantillons. Ce qui gisait là représentait potentiellement des millions. Mais les avertissements de Sullivan, empreints d'une conscience écologique en avance sur son temps, l'interpellaient profondément. Cela veut dire que nous avons trouvé quelque chose de précieux, répondit-elle lentement. Pas seulement de l'argent, mais une responsabilité. Nous devons comprendre avant d'agir. Elle ouvrit son propre carnet et nota avec la rigueur méthodique qui la caractérisait. Découvert document Thomas Sullivan, carte détaillée de dépôts argentifères, certificat de concession préparé mais jamais déposé, journal exprimant des inquiétudes éthiques. À vérifier. 1. Législation minière actuelle. 2. Réglementations environnementales. 3. Exactitude des localisations. 4. Statut légal des concessions après plus de 50 ans. Cette nuit-là, alors qu'Ethan dormait, Sarah continua sa lecture à la lueur vacillante de la lampe tempête. Plus elle avançait, plus elle percevait les parallèles entre Sullivan et elle-même. Lui aussi avait été déchiré entre la tentation de la richesse et le poids de ses convictions. Elle aussi luttait entre la précarité immédiate et la responsabilité envers l'avenir. Le lendemain, elle se leva avec une résolution claire. Pendant le petit déjeuner, elle expliqua son plan à Ethan avec l'intonation rassurante de l'enseignante qu'elle avait toujours été. D'abord, nous devons comprendre la loi actuelle et les normes environnementales. Ensuite, vérifier sur le terrain certains sites indiqués par Sullivan. Ce n'est qu'après ces étapes que nous pourrons décider. À Pineville, ils se rendirent au tribunal du comté. Le greffier, d'abord peu enclin à répondre, changea de ton lorsque Sarah mentionna le nom de Thomas Sullivan. Sullivan, le vieux solitaire de Blackwell Ridge. On raconte toutes sortes d'histoires sur lui. Certains jurent qu'il avait trouvé des filons considérables, mais qu'il a refusé de déposer des clins pour protéger l'environnement. D'autres pensent qu'il n'était qu'un excentrique. Les registres confirmèrent qu'aucune concession n'avait jamais été enregistrée sur les sites indiqués. Si les documents étaient exacts, les dépôts restaient libres de toute revendication, théoriquement exploitables aujourd'hui. Mais les démarches exigeraient des frais importants, des études d'impact et des coûts d'entretien permanents et des sommes hors de portée pour Sarah. À la bibliothèque, elle découvrit un autre fait saisissant, depuis l'époque de Sullivan, le cours de l'argent avait été multiplié par 10. Même de modestes gisements pouvaient aujourd'hui représenter des fortunes. Armés de ces informations, Sarah et Ethan partirent explorer le site le plus prometteur, un affleurement près de Willow Creek, à quelques kilomètres de la cabane.
Suivant les cartes de Sullivan, ils retrouvèrent exactement l'endroit décrit, marqué par de petites entailles qu'il avait creusées pour ses prélèvements. Devant eux, la roche grise étincelait sous le soleil, comme si le secret de 50 années attendait d'être révélé à nouveau. Le site en lui-même coupa littéralement le souffle à Sarah. Devant elle s'ouvrait un amphithéâtre naturel de pierre, sculpté par les siècles, où l'eau avait entaillé les couches de quartz et de granit, révélant des veines minérales étincelantes, visibles même pour leurs yeux inexpérimentés. Le lieu semblait à la fois brut, sacré et chargé de promesses enfouies. Chaque éclat argenté sur les parois murmurait l'histoire silencieuse d'une richesse oubliée. En s'appuyant sur les descriptions du journal de Sullivan, ils purent identifier sans trop de doute les signes caractéristiques du minerai d'argent. Ils prélevèrent de petits échantillons, soigneusement rangés dans des sachets, qui correspondaient parfaitement à ceux trouvés dans la vieille bourse en cuir. Ethan, qui jusque-là avait conservé une part de scepticisme, évoluait désormais avec une fébrile excitation. Ses gestes trahissaient l'éveil d'une certitude, tout concordait. Le moindre détail, chaque affleurement rocheux, correspondait exactement aux indications laissées par Sullivan. Tout est là, exactement où il disait que ça serait, murmura-t-il avec émerveillement. Les affleurements, les arêtes, tout confirmait que Sullivan avait réellement trouvé de l'argent, et en grande quantité, à en juger par ses veines argentées qui parcouraient la roche comme les veines d'un être vivant. Sarah, plus mesurée, observait avec une prudence teintée de fascination. Oui, la richesse était bien réelle, mais elle percevait aussi la fragilité de l'écosystème alentour. La beauté immaculée de la nature environnante contrastait douloureusement avec les perspectives de forage et de dévastation que l'exploitation pourrait provoquer. Les inquiétudes éthiques notées par Sullivan prenaient alors tout leur sens. Le ruisseau qui descendait directement de cette zone n'était autre que celui qui leur fournissait l'eau potable. Toute perturbation ici aurait un impact direct sur leur survie quotidienne. En redescendant vers la cabane, la conversation s'orienta naturellement vers les conséquences de leur découverte. Oui, les dépôts d'argent étaient bien réels, précieux et apparemment toujours inexplorés. Mais se lancer dans des démarches minières exigerait des ressources dont ils ne disposaient pas, des compétences techniques à acquérir et des décisions lourdes quant à un développement respectueux de l'environnement et fidèle aux principes de Sullivan. Nous devons obtenir un avis juridique, conclut Sarah. Quelqu'un qui comprend réellement les lois minières et qui pourra nous guider dans ce labyrinthe. Mais à peine eurent-ils franchi l'orée de la clairière que leurs voix s'éteignirent net. Devant la cabane, un SUV noir aux vitres teintées était garé. Sur le perron, un homme en costume coûteux observait d'un œil critique les réparations qu'ils avaient entreprises. Un frisson parcourut Sarah lorsqu'elle le reconnut, c'était l'homme riche qui s'était moqué de son enchère dérisoire de 50 cents lors de la vente aux enchères. Ethan, instinctivement, se rapprocha de sa mère. Son excitation retomba, remplacée par une inquiétude sourde. « C'est qui ? Qu'est-ce qu'il veut » demanda-t-il à mi-voix. Sarah raffermit ses épaules, consciente des échantillons minéraux rangés dans son sac à dos et de la carte précieusement cachée sous une latte du plancher de la chambre. L'homme représentait précisément le type de menace que Sullivan avait voulu éviter, une avidité froide, calculatrice, uniquement tournée vers l'extraction, sans aucun égard pour les conséquences. « Je ne sais pas » souffla-t-elle. « Mais nous allons vite le découvrir. » À leur approche, l'homme changea instantanément d'attitude, troquant son expression sévère pour un masque de courtoisie étudié. Son sourire poli ne toucha pas ses yeux, resté froid et inquisiteur. Il tendit une main ferme. « Madame Winters, quelle surprise de voir que vous avez réellement rendu ce lieu habitable. Je suis Richard Blackwell, de Global Resource Enterprises. Je crois que nous nous sommes croisés brièvement lors de l'enchère. » Sarah serra sa main avec réserve. Son esprit tourbillonnait. Le nom Blackwell résonnait lourdement, il se liait à Martha, aux anciens propriétaires du domaine, et à la compagnie minière qui avait exploité cette terre jadis. Global Resource Enterprises n'était autre que l'un des géants miniers de la région, réputé pour ses pratiques agressives et son mépris notoire pour l'environnement. « Et qu'est-ce qui vous amène sur notre montagne, monsieur Blackwell » demanda-t-elle d'une voix maîtrisée. L'homme laissa apparaître ses dents d'une blancheur éclatante. « Je m'intéresse simplement aux opportunités d'investissement local. Mon entreprise a des attaches historiques ici, qui remontent à l'époque de mon grand-père. Nous envisageons de réactiver certains droits anciens, ce qui pourrait affecter les propriétés voisines. » Son regard balaya la cabane, le perron renforcé, le potager naissant et tout ce qu'ils avaient édifié à force de sueur et de volonté. « Vous avez fourni un travail considérable, admirable, quoique peut-être mal orienté.
Cette région possède un potentiel minéral immense, bien au-delà de ce qu'un simple foyer résidentiel pourrait développer. L'implication était claire, leur présence n'était qu'un obstacle pour les appétits industriels de la multinationale. Sarah songea aux journaux de Sullivan, à sa documentation minutieuse, à ses inquiétudes éthiques. La répétition de l'histoire devenait troublante. Nous sommes parfaitement heureux de notre maison telle qu'elle est, Monsieur Blackwell. Toutes les valeurs ne se mesurent pas en concessions minières ni en profit d'entreprise. Un éclat de dureté passa fugitivement sur le visage de Blackwell avant qu'il ne retrouve son masque de courtoisie. Bien entendu. Mais si jamais vous décidiez de reconsidérer votre situation, ma société serait intéressée par le rachat de votre propriété. Il lui tendit une carte de visite, d'un papier luxueux incongru dans les mains calleuses de Sarah. À méditer, surtout à l'approche de l'hiver. Ces montagnes peuvent être impitoyables pour les imprudents. La menace voilée resta suspendue dans l'air tandis qu'il regagnait son véhicule. Le grondement puissant du moteur rompit le silence des cimes, avant que le SUV ne disparaisse dans le virage. Sarah demeura immobile, observant la poussière soulevée par les pneus, consciente que le puzzle auquel elle faisait face venait de prendre une dimension infiniment plus vaste. À l'intérieur, Ethan l'aida à soulever la latte du plancher pour récupérer les documents de Sullivan. Ensemble, ils étalèrent les cartes sur la table, examinant chaque détail à la lumière vacillante de la lampe. Plusieurs des gisements décrits par Sullivan se trouvaient précisément sur les terrains autrefois détenus par la Blackwell Mining Company. Si Global Resource Enterprises en avait hérité, il pouvait légalement revendiquer ses droits, sauf là où des dépôts concurrents étaient établis. Or, la documentation non déposée de Sullivan représentait exactement cette chance, un dossier concurrent, d'une précision scientifique incontestable, que Sarah et Ethan pouvaient peut-être revendiquer. La visite de Richard Blackwell avait transformé leur trouvaille en enjeu stratégique. Ce n'était plus seulement une découverte historique, c'était une lutte de survie face à une multinationale. Leurs 50 cents misés sur une cabane délabrée les avaient placés en travers du chemin de forces économiques colossales. Ethan suivit du doigt l'un des tracés sur la carte, son visage sérieux au-delà de ses années. Sullivan a caché ça au lieu de déposer des revendications. Et maintenant nous tombons dessus, pile au moment où cette compagnie s'y intéresse. Ça ne peut pas être une coïncidence. Sarah ouvrit son journal et nota avec application « Visite de Richard Blackwell, Global Resource Enterprises ». Intérêt manifeste pour les droits miniers de la région. Connexion probable avec l'ancienne Blackwell Mining Company. Documentation de Sullivan égale hautement stratégique. Prochaines étapes, 1. Consulter un avocat spécialisé. 2. Évaluer les besoins financiers pour déposer nos revendications. 3. Mesurer l'impact environnemental d'un développement responsable. 4. Respecter le cadre éthique de Sullivan comme boussole. Le soir venu, tandis que les premières étoiles d'automne apparaissaient au-dessus de la crête, Sarah prit une décision irrévocable. Elle et Ethan poursuivraient l'héritage laissé par Thomas Sullivan. Pas pour un profit rapide, mais comme gardien d'une richesse minérale et d'une responsabilité environnementale. La cabane acquise pour presque rien leur avait offert un refuge au moment de leur désespoir. À présent, elle leur donnait bien plus, une raison d'agir, une direction, la possibilité de prouver que parfois, le désespoir pouvait devenir le socle d'un avenir inattendu. Ils avaient tout misé sur rien, et voilà que ce « rien » pouvait valoir des millions s'ils avaient le courage et la sagesse de le revendiquer correctement. Quand Ethan s'endormit, Sarah resta près du foyer bâti jadis par Sullivan. À la lueur dansante des flammes, elle relisait ces mots « Les plus grands trésors ne sont pas ce que nous arrachons à la terre, mais ce que nous apprenons en la respectant. Que celui qui trouve ceci comprenne que la vraie richesse réside dans l'équilibre, non dans l'exploitation. » La nuit enveloppait la cabane, témoin silencieux d'une histoire qui se répétait, avec de nouveaux acteurs mais les mêmes enjeux. Sarah laissa entrer en elle une fragile lueur d'espoir, que ce pari désespéré puisse devenir l'accomplissement d'un homme disparu, qu'il puisse honorer sa mémoire. Demain, ils entameraient le long processus juridique et financier pour déposer des revendications. Mais ce soir-là, Sarah savait déjà qu'ils avaient trouvé bien plus que de l'argent, ils avaient trouvé un but, un sens, et la responsabilité d'un héritage confié par le hasard du destin. 3 jours plus tard, à l'aube, la lumière baignait la cuisine de la cabane. Sur la table, Sarah avait déployé à nouveau les cartes de Sullivan, scrutant chaque annotation, chaque croquis, reliant les fragments en un tout cohérent. L'argent était bel et bien là, d'une valeur incalculable, et toujours non exploité. Mais pour s'en emparer, il leur faudrait plus que du courage, des fonds, des compétences et une vision claire. À ses côtés,
Ethan manipulait les échantillons minéraux, leurs cristaux argentés scintillant sous les rayons du matin comme une promesse. Les échantillons reposaient contre la pierre grise et terne, mais chacun portait la trace d'une précision obsessionnelle. Dans l'écriture fine et soignée de Thomas Sullivan, on lisait des coordonnées exactes, des dates, des pourcentages de teneur en argent, comme autant de clés vers des secrets enfouis depuis des décennies. Sarah, en les observant, sentit le poids des enjeux, il ne pouvait plus se permettre l'improvisation. Depuis la visite inattendue de Blackwell, tout avait changé. Martha Blackwell leur avait fourni un nom, Jessica Morrison, une avocate spécialisée dans le droit environnemental et minier. Une piste presque trop belle pour être vraie, surtout quand on connaissait le lien de parenté entre Martha et leur importun visiteur. Mais Martha avait insisté, Jessica était différente. La brebis galeuse de la famille, disait-elle en souriant amèrement. Richard Blackwell était son cousin, et elle avait choisi la défense de l'environnement plutôt que les profits colossaux des entreprises. On devinait des repas de famille tendus. Le trajet jusqu'à Helena, 2 heures sur des routes isolées, épuisa presque tout leur budget carburant. Mais Sarah n'avait pas trouvé d'autre solution. Les documents de Sullivan pouvaient représenter une valeur telle qu'ils transformeraient leur vie, mais seulement s'ils comprenaient d'abord le terrain juridique sur lequel ils s'aventuraient. Le bureau de Jessica Morrison se trouvait au 2e étage d'une vieille maison victorienne convertie en cabinet d'avocat. Les murs étaient tapissés de trophées et de coupures de presse relatant ses victoires judiciaires contre des géants miniers. Quand elle les accueillit, Sarah fut frappée par son assurance tranquille, la quarantaine énergique, des yeux acérés qui semblaient ne rien laisser échapper, un ton direct qui ne perdait pas de temps en fioritures. Sarah déploya soigneusement sur le bureau les cartes, relevés et certificats de Sullivan, comme on dispose des pièces à conviction dans une affaire délicate. Elle raconta leur histoire, du 50 de ses cabins aux documents cachés, jusqu'à la visite menaçante de Blackwell. Chaque détail exposé ressemblait à un composé chimique dans une expérience. L'avocate parcourait les cartes du doigt, son expression se transformant peu à peu, passant de la courtoisie professionnelle à une fascination authentique. Le travail de Sullivan est extraordinaire, murmura-t-elle. Ce niveau de détail géologique coûterait aujourd'hui des dizaines de milliers de dollars à produire. Elle expliqua alors, avec une précision qui fit vaciller Sarah, que ces relevés pouvaient leur épargner des dépenses immenses s'ils envisageaient de déposer des concessions minières. Mais elle énuméra aussi les obstacles, procédures environnementales, frais de dépôt, coûts de vérification, taxes annuelles. Rien ne serait simple ni bon marché. Rien que les frais de dépôt représentaient environ 5 cents dollars par concession. Avec les vérifications et les honoraires juridiques, Jessica estimait qu'il faudrait au moins 10 000 dollars pour établir une seule réclamation en bonne et due forme. Le ventre de Sarah se noua. Leur maigre trésorerie suffisait à peine pour tenir l'hiver, encore moins pour se lancer dans des spéculations minières. Pourtant Jessica poursuivit, désignant d'autres sections des dossiers. Ces cartes et rapports n'ont pas qu'une valeur scientifique. Ils ont aussi une portée historique. Sullivan cartographiait ces gisements précisément au moment où la Blackwell Mining Company originale s'effondrait. Il pourrait y avoir ici des questions de propriété complexes, mais qui pourraient jouer en votre faveur. Ce conseil les mena au sous-sol poussiéreux du palais de justice de Helena, où dormaient les archives du comté. Dans des registres à l'encre pâlie, la vie de Thomas Sullivan commença à reprendre forme, plus vaste et plus troublante qu'il ne l'avait imaginé. L'homme qu'il croyait simple prospecteur solitaire s'avérait héritier d'un empire minier familial, le Sullivan Family Mining Consortium, qui possédait des concessions dans toute la région. Les documents révélaient une guerre ouverte avec Blackwell Mining dans les années 1950 et 1960, les deux entités revendiquant des droits miniers sur des territoires qui se chevauchaient. Un acte de fiducie daté de 1965 attira particulièrement leur attention, la même année où Sullivan avait acheté le fameux chalet. Il le désignait comme unique héritier et bénéficiaire de tous les droits miniers, terrains et intérêts commerciaux du consortium familial. Sarah resta figée devant le papier jauni, Sullivan n'avait pas fui un échec, mais un héritage. Il avait tourné le dos à un empire pour choisir l'isolement plutôt que l'exploitation. Pourquoi ? La réponse se trouvait dans la correspondance jointe au dossier, des lettres échangées avec son frère Richard Sullivan. On y lisait leur affrontement grandissant sur l'orientation de l'entreprise. Thomas plaidait pour des pratiques durables et des bénéfices partagés avec les communautés locales. Richard, lui, prônait l'expansion et la maximisation du profit, jusqu'à s'allier avec Western Mining Corporation, la même société que Sullivan mentionnait dans ses journaux comme l'ayant approché pour ses relevés d'argent. Le dernier avis, daté de décembre 1968, résonna comme un coup de tonnerre.
votre absence continue aux audiences successorales entraînera la perte de vos droits d'héritage. La présomption légale d'abandon prendra effet le 1er janvier 1969 si vous ne vous présentez pas devant le tribunal des successions. Sullivan avait donc sciemment renoncé à des millions pour ne pas contribuer à des opérations destructrices. Il avait préservé, au prix de sa fortune, la connaissance des gisements dans l'espoir qu'un jour elle tomberait entre des mains responsables. Jessica Morrison, de plus en plus sombre, traça le fil entre passé et présent. Dans les années 1990, Richard Blackwell avait absorbé les décombres de Blackwell Mining et de Western Mining via une série de fusions, bâtissant Global Resource Enterprises. Il cherchait probablement depuis des décennies les relevés de Sullivan, sachant qu'il détenait les cartes que leurs prédécesseurs n'avaient jamais pu établir. Le trajet du retour prit une dimension nouvelle. Ce qui avait commencé comme un pari désespéré à un abri à 50 cents s'était mué en conflit vieux d'un demi-siècle, opposant un homme à principe aux appétits d'une multinationale. À l'approche de leur chemin, Sarah aperçut un véhicule stationné à l'intersection avec leur piste, un SUV noir, jumeau de celui de Blackwell. En passant, elle vit le conducteur lever délibérément un appareil photo muni d'un téléobjectif. Aucun effort pour dissimuler la surveillance. Il nous observe maintenant, murmura Ethan d'une voix tendue. Sarah resta impassible jusqu'à ce qu'ils aient dépassé la voiture, les jointures blanchies sur le volant. La menace était claire, leur mouvement était suivi, leur intérêt pour l'héritage de Sullivan noté. La pression commençait avant même qu'ils aient agi. De retour au chalet, ils cachèrent avec soin les documents sous une lame de plancher branlante de la chambre. Les pièces les plus précieuses de l'acte de fiducie et les certificats miniers non déposés furent placés dans un conteneur étanche qu'ils enfouirent sous le tas de bois. Sullivan avait compris la valeur du secret, il suivrait son exemple. Ce soir-là, Sarah prit la décision qui orienterait tout le reste. Nous allons déposer une demande pour Willow Creek. Une seule. Pour établir notre position légale. Si la documentation de Sullivan est aussi précieuse que Jessica le pense, nous pourrons utiliser cette concession comme levier pour protéger l'ensemble du territoire. Une seule réclamation qu'ils pouvaient à peine se permettre, en épuisant leurs maigres économies et en étirant leurs ressources jusqu'à la rupture. Une seule réclamation pour tester les eaux juridiques et vérifier si les certificats non déposés de Sullivan pouvaient être convertis en droit moderne valable. Le chemin exigeait une planification méticuleuse. Jessica accepta de les aider à préparer leur dossier, travaillant pour des honoraires réduits avec l'accord que, si l'affaire réussissait, elle serait ensuite rémunérée plus substantiellement. Peu après, Martha Blackwell les mit en contact avec des habitants qui se souvenaient de Sullivan, recueillant des témoignages pour appuyer leur lien historique avec son œuvre. Leurs alliés les plus précieux surgirent de manière inattendue, Jim Harris, le quincaillier, les présenta à son beau-frère, un géologue à la retraite, qui examina les échantillons et les déclara remarquablement prometteurs, compatibles avec un minerai d'argent de qualité commerciale. La bibliothécaire locale retrouva même des photographies de Sullivan travaillant sur le site de Willow Creek, fournissant une preuve visuelle le rattachant à l'endroit qu'il projetait de revendiquer. Ces réseaux villageois incarnaient exactement ce que Sullivan avait valorisé, la communauté avant les corporations, le savoir local avant l'expertise importée. Sarah commençait à comprendre pourquoi il avait choisi cette région pour son exil volontaire. Sous l'apparence d'un isolement rural se tissaient des liens que les entreprises extérieures auraient du mal à briser. Mais leurs préparatifs n'échappèrent pas au regard. 2 semaines après leur voyage à Helena, Sarah rentra d'une corvée de bois et découvrit des traces de pneus fraîches menant jusqu'à leur cabane. Rien ne semblait déplacé à l'intérieur, mais le sentiment d'intrusion demeura. Quelqu'un était venu, probablement pour chercher les documents qu'ils avaient si précautionneusement cachés. Le lendemain, l'intimidation devint plus directe, un véhicule du comté se présenta sans prévenir. Un fonctionnaire en uniforme impeccable descendit pour leur notifier. Le récit se suspend ici, comme avant une respiration. L'air de la montagne s'est épaissi. On presse que la bataille qui commence ne se jouera pas seulement dans les tribunaux mais aussi dans l'ombre des menaces et des intimidations. L'annonce d'une plainte anonyme avait déclenché des inspections environnementales et de sécurité obligatoires sur leurs propriétés. Les contrôles n'avaient révélé aucune infraction, mais le message était clair, leurs faits et gestes étaient désormais sous surveillance et, au besoin, on pourrait user de harcèlement administratif. Ces tactiques de pression auraient sans doute suffi à faire plier des individus isolés, mais Sarah et Ethan n'étaient plus seuls. Dès le lendemain matin, Martha Blackwell arriva avec des nouvelles qui se répandirent comme une traînée de poudre dans la communauté. Global Resource Enterprises venait de déposer des dossiers préliminaires pour lancer des opérations minières à grande échelle dans toute la région,
y compris sur des zones proches des sources d'eau desservant plusieurs villages. Tout à coup, la revendication potentielle de Sarah et Ethan dépassait leur simple intérêt personnel, elle devenait un obstacle juridique majeur au projet d'extraction qui menaçait l'approvisionnement en eau de centaines de familles. Leur petite cabane de $50 les plaçait désormais au centre d'un conflit bien plus vaste qu'eux. Jessica Morrison appela en urgence, déposez votre dossier immédiatement. Global va plus vite que prévu. Ils essaient d'établir leurs droits avant que vous ne puissiez les contester grâce aux documents de Sullivan. Sous ses conseils, Sarah entreprit de rassembler toutes les recherches de Sullivan en un dossier cohérent, cartes anciennes, analyses géologiques, preuves historiques, tout devait répondre aux exigences légales contemporaines. Sans l'expertise et l'accompagnement de Jessica, le langage technique et les obstacles réglementaires auraient été insurmontables. Ce dossier représentait la totalité de leurs ressources financières et d'innombrables heures de travail, un pari désespéré misant sur la rigueur méthodique de Sullivan pour leur donner une assise juridique face à un adversaire colossal. Le jour du dépôt, Sarah se présenta en personne au bureau du registre du comté. Elle observa, le cœur battant, tandis que chaque page recevait le tampon officiel qui transformait l'héritage caché de Sullivan en un document public. Revendication minière numéro 224136, au nom de Sarah Winters, annonça le greffier en apposant le sceau final. La période de notification publique de 30 jours commence immédiatement. 30 jours pendant lesquels Global Resource Enterprises pourrait mobiliser ses armées d'avocats pour disséquer leurs dossiers, en chercher les failles, contester leur légitimité ou faire pression sur les autorités pour obtenir un rejet pour vice de forme. La riposte fut plus rapide qu'il ne l'avait imaginé. Cet après-midi-là, Sarah reçut un appel de Richard Blackwell en personne. Sa voix était d'une cordialité professionnelle, mais sous-tendue d'un acier froid. Je crois comprendre que vous avez déposé une revendication minière fondée sur d'anciens documents trouvés dans cette cabane. Je vous propose de nous rencontrer pour discuter d'une résolution mutuellement bénéfique avant que la situation ne se complique inutilement. Le sous-entendu flottait dans l'air comme une fumée âcre. Blackwell proposa un rachat, $50 000 pour la cabane et tous les droits sur la documentation de Sullivan. Une somme énorme pour leurs maigres moyens actuels, mais une misère comparée à la valeur potentielle du gisement d'argent cartographié par Sullivan. Sarah inspira profondément pour maintenir sa voix stable malgré l'adrénaline. Je vous remercie pour votre proposition, mais nous ne sommes pas intéressés par la vente. Les documents de Sullivan appuient notre revendication et nous comptons la défendre par les voies légales appropriées. La façade cordiale se fissura légèrement. Madame Winters, vous devez comprendre que la législation minière est d'une complexité extrême. Global Resources possède certains droits historiques dans cette région, antérieurs à votre découverte. Vous engager dans cette bataille vous coûtera bien plus que ce que vous pouvez assumer, sans aucune garantie de succès. Sarah maintint son refus. La voix de Blackwell se fit plus glaciale, j'espère que vous comprenez ce que vous risquez. Les hivers de montagne sont rudes, surtout pour les familles financièrement fragiles. Les services de protection de l'enfance voient d'un mauvais œil les foyers sans équipement moderne lorsque des enfants d'âge scolaire y vivent. Cette menace implicite contre leur arrangement de garde fit se glacer le sang de Sarah. La pression de l'entreprise dépassait désormais le cadre juridique pour entrer dans l'intimidation personnelle. On ne contestait plus seulement sa revendication, on menaçait sa famille. La réaction de Jessica Morrison fut immédiate et ferme. Documentez tout. Enregistrez les prochains appels. Cela franchit des lignes éthiques que nous pourrons retourner contre eux s'ils persistent. L'avocate recommanda d'accélérer leurs préparatifs pour l'inévitable affrontement judiciaire. Il fallait renforcer leur position avant que Global ne déploie l'intégralité de ses moyens contre eux. Un tournant inattendu survint. En dégageant un espace de stockage supplémentaire sous la cabane, Ethan découvrit ce qui semblait être une autre cache de Sullivan, un petit compartiment dissimulé derrière un panneau faux dans une poutre de soutien. À l'intérieur reposait un livre relié de cuir, très différent des journaux techniques trouvés jusque-là. Il s'agissait du journal intime de Sullivan, consignant non seulement ses observations géologiques mais aussi ses pensées personnelles et ses stratégies. Les entrées révélaient un homme qui avait anticipé exactement le type d'opposition corporative auquel il faisait face. 3 octobre 1968. La pression de Western Mining continue d'escalader. Leur dernière offre ne dissimule guère la menace sous-jacente. Ils veulent ces gisements d'argent quel qu'en soit le prix environnemental et n'ont pas caché qu'ils useraient de tous les moyens nécessaires pour les acquérir. J'ai commencé à mettre en place des mesures défensives, cacher les documents en plusieurs lieux, établir des points d'observation sur les routes d'accès, préparer une éventuelle surveillance.
Le journal contenait plus précieux encore que ses confidences, une carte stratégique soigneusement dessinée de la propriété, indiquant position défensive, itinéraire d'évacuation et plan pour contrer l'ingérence d'entreprise. Sarah étala la carte sur la table de la cuisine, l'émerveillement grandissant à mesure qu'elle reconnaissait des éléments qu'elle croyait aléatoires. L'emplacement de la cabane offrait une vue dégagée sur la route principale. Le cellier qu'ils utilisaient pour stocker la nourriture comportait une extension cachée servant de bunker de communication. Même l'agencement des arbres autour de la clairière suivait un motif destiné à offrir couvert et dissimulation. Sullivan n'était pas seulement un géologue, mais un stratège ayant conçu la propriété pour résister exactement au conflit qui se déroulait à présent. La pièce la plus précieuse du puzzle était la documentation d'un poste d'observation dissimulé surplombant la route principale, un affût habilement construit, permettant de surveiller toute arrivée tout en restant invisible. Sarah et Ethan le localisèrent le jour même et découvrirent la petite structure intacte sous des décennies de végétation. Le lendemain, ils comprirent à quel point ces précautions étaient nécessaires. Depuis le poste d'observation, ils virent 2 véhicules banalisés s'installer en position de surveillance le long de leur accès. Des hommes munis de jumelles et d'appareils photo ne prenaient même pas la peine de cacher leurs activités. Une stratégie d'intimidation destinée à les faire se sentir exposés et vulnérables. Sarah activa le bunker de communication de Sullivan. L'espace était plus exigu qu'elle ne l'avait imaginé, mais d'une ingéniosité remarquable. Une radio à manivelle fonctionnait encore, permettant de contacter Martha Blackwell et, par son intermédiaire, Jessica Morrison. Cette voie de communication alternative se révéla cruciale lorsqu'ils découvrirent que leur service de téléphonie mobile avait été mystérieusement interrompu ou une panne d'infrastructure, touchant uniquement leur localisation. La pression corporative monta encore dans les jours suivants. Un inspecteur environnemental se présenta, invoquant une plainte anonyme sur une prétendue contamination due à leur système de purification d'eau. Des agents du comté découvrirent soudain des irrégularités dans l'enregistrement de leur propriété, exigeant une régularisation immédiate. Une représentante des services sociaux effectua une visite inopinée après avoir reçu des signalements alarmants sur les conditions de vie d'un mineur. Chaque rencontre était menée avec un professionnalisme de façade, mais portait la marque indéniable d'un harcèlement coordonné. Global Resource Enterprises actionnait tous les leviers administratifs et réglementaires possibles, tissant une toile de pièges bureaucratiques destinés à épuiser leurs ressources limitées et leur patience. Sarah consigna chaque incident avec minutie, bâtissant un dossier de preuves d'intimidation corporative que Jessica estimait pouvoir renforcer leur position légale. Ce qui aurait brisé des individus isolés alimenta au contraire leur détermination. Sullivan avait affronté des pressions similaires des décennies plus tôt et avait choisi le principe plutôt que la facilité. Ils honoreraient son exemple. Lorsque le harcèlement administratif échoua à les décourager, la stratégie changea. Des détectives privés commencèrent à contacter l'ex-mari de Sarah, ses anciens collègues, et même l'école précédente d'Ethan, à la recherche d'informations pouvant être utilisées contre eux. Ces enquêtes se concentraient particulièrement sur l'aptitude parentale de Sarah, laissant présager la préparation d'une offensive sur le terrain de la garde d'enfants, l'endroit le plus vulnérable de sa vie. L'avertissement de Jessica, transmis par le canal sécurisé de Martha, fut sans ambiguïté, ils bâtissent un dossier pour une intervention sur la garde. Ils prétendront que le manque d'infrastructures modernes dans la cabane constitue de la négligence, surtout pendant les mois d'hiver. Nous devons documenter comment tu assures les besoins éducatifs et développementaux d'Ethan. Ainsi, ce qui avait commencé comme une simple lutte pour revendiquer un droit minier devenait une guerre d'usure où chaque aspect de leur existence servait de champ de bataille. Mais désormais, Sarah et Ethan n'étaient plus naïfs. Guidés par la mémoire et les préparatifs de Sullivan, soutenus par la solidarité de leur communauté et la ténacité d'une avocate déterminée, ils transformaient chaque attaque en preuve, chaque menace en argument. Dans le silence glacé des montagnes, au cœur de l'hiver qui approchait, se forgeait une résistance obstinée où une famille debout face à un géant, armée de vérité, de persévérance et d'un héritage qu'aucune entreprise ne pouvait acheter. Malgré l'austérité de leur quotidien et l'hostilité croissante qui les entourait, Sarah ressentait que la menace portée contre leur lien familial n'était plus une simple pression abstraite exercée par une multinationale. C'était une violation intime, un coup porté au cœur même de sa vie de mère. Alors, au lieu de céder à la peur, elle choisit de transformer cette angoisse en action méthodique. Chaque jour, elle consignait avec précision les progrès d'Ethan dans son instruction à domicile, leurs efforts pour s'adapter à la vie montagnarde, ainsi que la force de l'entraide tissée avec leurs voisins. Elle construisait ainsi un dossier vivant, concret, destiné à contredire toute accusation de négligence. À ses côtés,
Martha Blackwell rédigea une déclaration sous serment attestant de la santé éclatante et de l'épanouissement évident d'Ethan. Jim Harris, quant à lui, documenta les compétences pratiques que l'enfant développait jour après jour, des savoir-faire manuels que bien des adultes auraient enviés. Plus encore, Ethan lui-même prit l'initiative de tenir un journal quotidien. Dans ses pages enfantines mais sincères, il décrivait ses activités scolaires, ses découvertes, et son état émotionnel. Ce témoignage authentique valait plus que n'importe quelle preuve extérieure, c'était une voix d'enfant qui réduisait à néant toute narration mensongère de privation. Mais à peine 20 jours après la publication officielle de leur demande de concession minière, Global Resource Enterprises lança l'offensive juridique. Un coursier leur remit une enveloppe épaisse, 80 pages de jargon légal, prétendant que l'entreprise possédait des droits supérieurs grâce à de prétendues connexions historiques avec Blackwell Mining et le consortium Sullivan. Jessica Morrison s'enferma 2 jours entiers pour analyser chaque ligne. Son verdict fut clair, ce document n'est qu'une manœuvre procédurale destinée à vous intimider, à vous pousser à abandonner. Leurs prétentions historiques sont pleines de failles, surtout concernant la renonciation aux droits successoraux de Thomas Sullivan. Mais pour riposter, il faudra plus de ressources que prévu. La réalité financière était brutale, même avec ses honoraires réduits, les coûts d'une telle bataille dépassaient largement ce que Sarah pouvait imaginer. L'asymétrie des moyens était criante, un colosse aux poches sans fond contre une famille retranchée dans une cabane de montagne. Puis survint un tournant inattendu. La rumeur de leur combat s'était répandue dans Pineville et les villages voisins. Pour les habitants, ce n'était pas seulement l'affaire d'une famille isolée. Les projets de Global menaçaient les nappes phréatiques, les rivières, la qualité de vie de toute une région. Le conflit de Sarah et d'Ethan devint soudain l'étendard d'une cause collective. Une réunion fut convoquée dans la salle du Grand Geôle. On y vit affluer des ranchers, des commerçants, des enseignants, des médecins, tous inquiets de l'expansion minière. Ce qui n'était qu'un échange d'opinions se transforma en action décisive lorsque Jake Morrison, un rancher parent éloigné de Jessica, se leva. Sa voix résonna dans la salle. « Ma famille travaille cette terre depuis 3 générations. Nous avons vu des compagnies comme Global exploiter nos ressources, repartir avec la richesse et nous laisser la pollution en héritage. Sarah ne se bat pas seulement pour elle. Elle se bat pour nous tous, pour un développement responsable et non une exploitation aveugle. Moi, je mets $5 000 pour sa défense. Qui me suit? » Les promesses de dons s'enchaînèrent aussitôt, montant en une soirée à plus de $30 000. Au-delà de l'argent, c'était une coalition qui venait de naître. Des hommes et des femmes aux compétences variées, reliés par une même volonté, empêcher que leur montagne soit sacrifiée sur l'autel du profit. Sarah prit la parole, la gorge serrée par l'émotion. Quand nous avons acheté cette cabane pour $50, nous cherchions simplement un abri. Jamais nous n'aurions imaginé être entraînés dans un tel combat. Mais Thomas Sullivan a laissé sa documentation pour une raison. Il croyait que la richesse minérale de ces montagnes devait profiter aux communautés locales, pas à des sociétés lointaines. Avec votre aide, nous pouvons honorer sa vision. À partir de ce moment, la lutte changea d'échelle. Des consultants environnementaux offrirent leurs services pour étudier le site de Willow Creek et proposer des plans d'exploitation durable. Des relais politiques furent activés pour convaincre les autorités locales de l'importance d'un développement respectueux. Même la sécurité s'organisa, des volontaires mirent en place un réseau de surveillance citoyenne pour contrer les espions de Global. La riposte de la multinationale fut immédiate. Leurs équipes de surveillance se firent plus nombreuses et plus visibles. Les obstacles administratifs se multiplièrent, attaquant Sarah sur tous les fronts réglementaires. Le coup le plus cruel tomba sous une autre forme, son ex-mari déposa une requête d'urgence pour revoir la garde d'Ethan, prétendant que la vie en montagne constituait une mise en danger. Le vocabulaire de la requête, son calendrier parfait, tout portait la marque de Global. Jessica n'avait aucun doute, l'entreprise avait orchestré et financé cette attaque. Ils veulent frapper partout en même temps, expliqua-t-elle, lors d'une réunion stratégique dans la maison de Martha, protégée des oreilles indiscrètes. Le problème, c'est que la justice familiale est indépendante. Même si nous gagnons sur les droits miniers, tu pourrais perdre Ethan. Cette menace fit vaciller Sarah. Jusqu'ici, elle avait considéré le litige comme un défi intellectuel et légal. Mais la perspective de perdre son fils l'atteignit au plus profond de ses tripes. C'était désormais une lutte animale, viscérale. Martha posa une main ferme sur son épaule. Il pense que menacer ta famille te fera reculer. Mais ici, dans nos montagnes, on ne tolère pas qu'on s'attaque à l'un des nôtres, encore moins à un enfant.
Ils viennent de commettre leur plus grosse erreur. Et Martha avait raison. Lorsque David Patterson, l'ex-mari, se présenta pour l'audience préliminaire, il fut accueilli par une hostilité diffuse mais implacable. Les hôtels affichaient soudain complet, les restaurants connaissaient des pannes de cuisine, la société de location de voitures déclarait des problèmes mécaniques imprévus. Nul n'avait organisé ce boycott. C'était la réaction spontanée d'une communauté soudée. Lors de l'audience, la stratégie de Global s'effondra. Sarah présenta des dossiers complets, progrès scolaire d'Ethan, bilans médicaux, témoignages d'amis et de voisins. Une assistante sociale confirma qu'il n'y avait aucun signe de négligence ni de danger. Le juge, agacé, s'étonna de la soudaine inquiétude paternelle de David après des mois d'indifférence. Ces questions tranchantes dévoilèrent la mascarade. Qui a financé cette requête? Pourquoi êtes-vous représenté par un cabinet spécialisé dans l'exploitation minière et non par un avocat de famille? La requête fut rejetée avec préjudice, le juge précisant que toute nouvelle tentative exigerait des preuves réelles et non de vagues hypothèses. C'était une défaite cuisante pour Global, et une victoire éclatante pour Sarah. La coalition en sortit galvanisée. Car désormais, il était clair que cette bataille n'était pas seulement une affaire de droit minier. C'était une guerre entre une communauté défendant sa dignité et une entreprise prête à tout pour broyer l'humain au profit du minerai. Libérée de la menace de perdre Ethan, Sarah se replongea dans la défense de leurs concessions. Le travail était colossal, il fallait relier les notes de Sullivan aux normes légales contemporaines, convoquer des experts, financer des analyses techniques. Grâce à la solidarité locale, ils purent réunir ce qui leur manquait. Puis survint l'inattendu. 28 jours après le lancement de la période de contestation, Ethan, explorant l'un des anciens postes d'observation de Sullivan, découvrit une boîte étanche coincée entre deux rochers. À l'intérieur, un vieux caméscope et plusieurs cassettes scellées. Sarah, tremblante, brancha l'appareil sur le petit générateur qui leur fournissait l'électricité de survie. L'écran s'alluma dans un grésillement, révélant le visage de Thomas Sullivan lui-même, assis dans le salon de leur cabane, des décennies plus tôt. Sa voix résonna, grave et claire. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez trouvé ma documentation et que vous avez décidé de poursuivre les concessions que je n'ai jamais eu le courage de revendiquer. J'espère que vous comprenez ce dans quoi vous vous engagez, car ceux qui convoitent ces droits miniers ne renonceront jamais. Le témoignage dura près d'une heure. Sullivan détailla ses travaux géologiques, retraça l'histoire de sa famille, expliqua sa décision de renoncer à ses héritages plutôt que de participer à une exploitation destructrice. Ces mots, gravés dans la bande magnétique, donnaient une voix irréfutable au passé, celle d'un homme qui avait vu venir le danger et avait choisi de préserver la terre au prix de ses propres droits. Ce n'était plus seulement un dossier juridique. C'était un héritage moral, transmis d'un chercheur solitaire à une communauté prête à défendre sa montagne. Et désormais, Sarah et Ethan n'étaient plus seuls. Il avait livré un témoignage d'une précision saisissante, détaillant les sites potentiels, les qualités des sols, les conditions d'extraction, le tout en conformité avec les normes environnementales les plus modernes. Plus encore, il avait affronté de front les questions juridiques, affirmant avec clarté, les revendications que je consigne ici sont légitimes et légales. Son assurance reposait sur des bases solides, ses diplômes de géomètre de la prestigieuse Colorado School of Mines, ses études géologiques confirmées par 3 laboratoires indépendants. Sa parole n'était pas celle d'un rêveur, mais d'un professionnel reconnu, dont la rigueur n'avait rien à envier aux grandes entreprises. Mais ce qui marqua davantage encore, ce fut son projet de fond. Il ne s'agissait pas de piller la terre, mais de l'exploiter avec respect. Il avait conçu des plans miniers qui permettaient d'extraire les minerais tout en préservant le paysage pour les générations futures. Et lorsque son témoignage filmé arriva à sa conclusion, Thomas Sullivan révéla son intention profonde, je transmets ce savoir, non pour déposer moi-même des revendications, mais parce que j'ai vu ce qui arrive quand des compagnies minières placent le profit au-dessus du bien-être des communautés. Ces mots résonnaient comme un avertissement. Il savait que les cicatrices laissées par l'avidité minière duraient des générations, bien après que les minerais avaient quitté ces montagnes. Dans sa voix, il y avait un appel, une confiance, que celui qui retrouverait son travail comprenne que la richesse du sol devait nourrir les villages voisins, et non les poches de lointains actionnaires. À Montevideo, lorsque Jessica Morrison visionna la vidéo, sa réaction fut immédiate, tranchante, ceci change tout. Car ce document allait devenir une pièce maîtresse, il validait la compétence de Sullivan, attestait la légitimité de ses recherches et donnait la preuve indéniable de son intention. Il fallait déposer cela en urgence comme pièce complémentaire au dossier.
Le moment était critique, l'entreprise Global Resource Enterprises venait tout juste de déposer de nouveaux recours de dernière minute, s'appuyant sur des théories juridiques complexes liées aux droits successoraux et aux intérêts corporatifs hérités. Mais Sullivan avait anticipé. Dans sa vidéo, il expliquait pourquoi il avait volontairement renoncé à son héritage, pour que les mines familiales ne soient jamais englouties par les grandes compagnies. Lorsque la période d'avis public prit fin, l'affrontement judiciaire s'annonça inévitable. Le litige portait sur la validité de la revendication minière numéro 224136. Global Resources aligna une armée juridique, 6 avocats, chacun expert en droit minier, succession d'entreprises et propriété foncière. Leur stratégie reposait sur une avalanche de procédures, un labyrinthe de complexité destiné à étouffer l'adversaire. Face à eux, Sarah et sa coalition ne disposaient pas des mêmes moyens financiers, mais elles avaient autre chose, la précision et la détermination. Jessica Morrison prit la tête de la défense, soutenue par des spécialistes en droit environnemental et en revendications minières historiques. Un fonds communautaire permit de financer des experts indépendants, capables de valider scientifiquement les travaux de Sullivan selon les standards modernes. Dans le tribunal, les deux mondes se firent face. D'un côté, la froideur des costumes coûteux, symbole d'un pouvoir venu d'ailleurs. De l'autre, les bancs remplis de villageois, dont la présence silencieuse portait plus de poids que n'importe quel argument, ils venaient défendre la mémoire de Sullivan et l'avenir de leurs enfants. La juge Margaret Stone présidait. Réputée pour sa rigueur et son mépris des intimidations corporatives, elle entra dans le vif du sujet. S'adressant à l'avocat principal de Global, elle lança « Votre client prétend à des droits supérieurs fondés sur des partenariats avec Richard Sullivan. Expliquez-moi comment ces accords peuvent avoir encore valeur, alors que M. Sullivan est décédé en 1970 et que le consortium minier familial a été dissous. » La réponse du juriste, bien que techniquement habile, sonnait creux. Les documents invoqués n'avaient jamais été correctement enregistrés, ils n'étaient que des papiers poussiéreux dans des archives privées, sans valeur légale. Jessica Morrison saisit l'instant. « Madame la juge, nous disposons d'un témoignage vidéo de Thomas Sullivan lui-même. Il y explique pourquoi il a renoncé à ses droits et ce qu'il voulait pour ses travaux. » Sur un grand écran, le visage de Sullivan apparut. Sa voix grave emplit la salle, ces gisements d'argent sont réels, importants et accessibles. Mais ils doivent être exploités par ceux qui comprennent que la terre a plus de valeur que ce qu'on en extrait. Ce n'était pas un expert anonyme, c'était l'homme du terrain, celui qui avait consacré sa vie à arpenter ces montagnes. Face à lui, aucune rhétorique corporative ne tenait. La juge, attentive, posa ensuite des questions techniques sur le droit minier et les exigences environnementales. Mais son ton trahissait une impression forte, Sullivan avait travaillé avec rigueur, et Sarah était en droit de poursuivre son œuvre. « Madame Winters, dit-elle en s'adressant à Sarah, vous comprenez qu'en approuvant votre revendication, j'établirai un précédent pour le développement minier communautaire dans toute la région ?» Sarah redressa les épaules, sentant le poids de l'histoire. « Oui, madame la juge. C'est exactement ce que voulait Thomas Sullivan, et c'est ce que notre communauté soutient. Et êtes-vous prête à satisfaire toutes les normes environnementales? Nous avons déjà préparé des plans qui dépassent les exigences actuelles. Nous voulons prouver qu'une extraction minière peut renforcer, et non détruire, une communauté. » Le verdict tomba, net. Le tribunal reconnaît que la documentation de Thomas Sullivan fonde légitimement de nouvelles revendications. Sa vidéo atteste clairement son intention de privilégier le développement communautaire. L'entreprise Global Resource Enterprises n'a pas démontré de droit supérieur. La revendication minière numéro 224136 est donc approuvée et enregistrée. Un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Les villageois jubilaient, tandis que les avocats de Global se repliaient déjà pour préparer leur recours. Ce jugement faisait plus qu'accorder une concession, il établissait un précédent juridique historique. Pour la première fois, des revendications portées par une communauté, fondée sur un travail géologique sérieux, recevaient autant de considération que les propositions des grandes entreprises. Ethan, bouleversé, murmura « On a gagné ». Sarah lui serra la main, émue « Non, c'est Sullivan qui a gagné. Nous avons seulement eu le courage d'achever ce qu'il avait commencé. » En quittant le tribunal, entourée de leurs partisans en liesse, Sarah jeta un dernier regard vers les avocats de Global, rangeant leurs mallettes de cuir avec crispation. Leur machine s'était heurtée à un mur inattendu, une communauté soudée, guidée par des valeurs plus fortes que l'argent. Leur cabane achetée 50 cents, jadis symbole de survie désespérée, devenait le pivot d'un changement de paradigme.
Une autre voie s'ouvrait, celle d'un équilibre entre extraction et préservation, entre profit et héritage. La vidéo de Sullivan ne leur avait pas seulement offert la victoire légale, elle leur avait donné une bénédiction. Ces derniers mots résonnaient encore, prenez soin de ces montagnes, et elles prendront soin de vous. C'est la seule richesse qui compte vraiment. 6 mois plus tard, l'hiver enveloppait Blackwell Ridge d'un manteau immaculé. Le soleil se reflétait sur la neige, et Sarah, debout sur le perron renforcé de leur cabane, respirait à plein poumon l'air vif. Le toit, autrefois percé de fuites, brillait désormais de bardeaux solides. Les fenêtres, neuves, défiaient les tempêtes. Un modeste panneau solaire alimentait les appareils essentiels. Leur abri d'hier était devenu un foyer chaleureux, et plus encore, un centre d'opération pour leur jeune entreprise minière. À l'intérieur, la transformation était encore plus palpable. Ethan, assis à un bureau en bois qu'ils avaient construit, travaillait sur ses propres relevés géologiques. Autour de lui, des manuels, des guides de minéralogie, et un journal de recherche qu'il tenait avec la même minutie que Sullivan autrefois. Les murs étaient ornés de cartes, les originaux de Sullivan côtoyaient leur propre mise à jour. Dans la cheminée, le feu crépitait, répandant sa chaleur rassurante. Tout évoquait la continuité d'une œuvre transmise. Puis, ce matin-là, une lettre bouleversa leur quotidien. Ethan était accepté en programme anticipé d'été à la Colorado School of Mines, la même institution où Sullivan avait étudié. Le cercle se refermait, liant le passé, le présent et l'avenir. Sarah avait encore du mal à y croire. Ethan, son fils, venait de recevoir une lettre d'admission qui bouleversait tout. « Je n'arrive toujours pas à réaliser qu'ils m'ont accepté », souffla-t-il en caressant du bout des doigts l'enveloppe officielle. « Je serai au moins 4 ans plus jeune que tous les autres dans le programme. » Sa voix tremblait entre fierté et appréhension. Sarah posa délicatement une tasse fumante à côté de ses manuels et, avec ce sourire tendre qui avait accompagné chacune de ses batailles, elle répondit. « Ils ne t'ont pas accepté malgré ton âge, Ethan. Ils t'ont accepté à cause de ton travail, de ta passion. Ton dossier comportait des recherches de terrain originales sur les gisements d'argent, et ce travail a impressionné le comité d'admission. Tu l'as mérité par ton mérite, par ton sérieux et par ton engagement. » Ces mots résonnaient avec une intensité particulière, car la victoire judiciaire qu'ils avaient remportée quelques mois plus tôt avait changé bien plus que leur avenir immédiat. Le jugement rendu par le juge Stone avait établi un précédent historique, il reconnaissait la légitimité d'une gestion communautaire des ressources naturelles et validait la valeur scientifique des travaux de Sullivan. Cette décision avait non seulement consolidé leurs droits miniers, mais elle avait également posé les bases d'une nouvelle manière de concevoir le développement durable. Global Resource Enterprises, furieuse de sa défaite, avait aussitôt lancé des appels. Mais ces recours se heurtaient à la solidité du premier jugement, une décision fondée sur des preuves, sur des témoignages irréfutables et sur une philosophie claire, les richesses de la terre doivent servir ceux qui y vivent, non pas être dilapidées par des actionnaires lointains. De cette lutte était née une force insoupçonnée. Ce qui n'était qu'une coalition improvisée de citoyens unis face à l'arrogance d'une multinationale s'était transformé en une véritable organisation, la coopérative des ressources Sullivan, baptisée ainsi en hommage à l'homme dont les principes guidaient chacun de leurs choix. L'union défensive des débuts s'était métamorphosée en gouvernance collective. Désormais, paysans, enseignants, commerçants, mineurs et scientifiques siégeaient côte à côte pour décider ensemble de l'avenir de leur région. À Willow Creek, leur première exploitation avait démarré avec une prudence exemplaire. Loin de céder à la tentation d'un rendement rapide, ils avaient adopté l'approche mesurée de Sullivan, une extraction sélective, limitée aux veines les plus accessibles, préservant ainsi l'intégrité du bassin versant. Les résultats avaient dépassé toutes les espérances. Non seulement l'exploitation avait généré suffisamment de revenus pour financer des projets communautaires, mais elle avait aussi employé des travailleurs locaux à des salaires bien supérieurs à la moyenne régionale. Des familles entières, autrefois étranglées par la précarité, retrouvaient une dignité. Le plus surprenant fut ailleurs, grâce aux procédés inspirés des notes de Sullivan, leur système de filtration avait amélioré la qualité de l'eau en aval. Une première dans l'histoire minière. Là où l'on attendait inévitablement pollution et dégradation, il démontrait qu'une autre voie était possible. La rivière, jadis troublée par les contaminants accumulés au fil des décennies, retrouvait une limpidité inattendue. Les truites revenaient dans les eaux claires, les oiseaux aquatiques se posaient à nouveau sur les berges, et les enfants pouvaient jouer sans crainte au bord du courant. Bien sûr, Global Resources n'avait pas renoncé. Incapable de faire annuler leurs droits, la société tenta d'isoler l'opération.
Elle exerça des pressions sur les raffineries pour les empêcher de traiter le minerai de Willow Creek, puis chercha à acheter des terrains voisins afin de restreindre l'accès au site. Mais partout, elle se heurta à la même barrière, une communauté soudée par autre chose que le profit. Les propriétaires refusèrent des offres mirobolantes, préférant préserver leurs terres et leur autonomie. Les commerçants de la région mirent en place des circuits parallèles pour briser les monopoles. Les autorités locales, jadis indifférentes, accélérèrent soudainement les permis pour les projets communautaires, tout en soumettant les demandes des grandes entreprises à des examens scrupuleux. Un matin d'hiver, alors que la neige poudrait encore la route d'accès, Sarah aperçut 3 camions maculés de boue gravissant lentement la colline. Sur le premier, brillait un nouveau logo, une chaîne de montagnes stylisée, traversée en son centre par une rivière argentée. C'était l'emblème de la coopérative Sullivan. Jake Morrison en descendit, emmitouflé dans un manteau épais. Son visage buriné portait la marque des hivers passés. « La réunion de la coalition commence dans 1 heure, dit-il avec son ton direct. Tu préfères monter avec nous plutôt que de risquer ta voiture sur cette route glacée ? Leur destination était l'ancien Grand Hall de Pineville, désormais transformé en quartier général. Autrefois simple salle de fête, le bâtiment s'était mué en centre névralgique du projet le plus ambitieux de la région. Des cartes détaillées tapissaient les murs, révélant les gisements repérés par Sullivan. Sur de longues tables reposaient des échantillons de sol et d'eau, soigneusement étiquetés et analysés. Sous la direction de Jessica Morrison, l'équipe juridique s'était renforcée. Elle ne se contentait plus de répondre aux attaques judiciaires des multinationales, elle construisait des cadres légaux novateurs pour la gestion communautaire des ressources. Ce jour-là, l'ordre du jour portait sur une décision cruciale, fallait-il étendre l'exploitation au-delà de Willow Creek ? Sarah présenta un rapport environnemental préparé avec des experts locaux. Grâce à sa formation de chimiste, elle avait évalué avec rigueur l'impact potentiel sur les bassins versants. Les critères établis par la coalition étaient inflexibles, impact quasi nul sur les eaux, perturbation minimale des couloirs de migration de la faune, et plan de restauration crédible une fois l'extraction terminée. 2 sites répondaient à ces exigences. Tous 2 appartenaient déjà à des membres de la coalition, évitant ainsi les batailles juridiques interminables. La décision fut unanime, oui à l'expansion, mais dans la fidélité absolue à la vision de Sullivan, ne prendre à la terre que ce qu'elle peut donner sans saccager son équilibre. Alors que la séance touchait à sa fin, une inconnue entra dans la salle. La quarantaine élégante, tailleur impeccable, elle contrastait vivement avec la simplicité vestimentaire des autres. Elle se présenta, Margaret Foster, directrice de la gestion durable des ressources au sein du Westland Environmental Trust. Notre organisation suit vos travaux depuis longtemps, déclara-t-elle en tendant sa carte de visite. Ce que vous réalisez ici est sans précédent. La discussion qui s'ensuivit révéla toute l'ampleur de l'intérêt qu'il suscitait. Le Westland Environmental Trust gérait un important fonds destiné à promouvoir des pratiques responsables dans tout l'Ouest américain. Ils avaient étudié des dizaines de conflits entre communautés et industries extractives, mais n'avaient jamais vu un modèle aussi abouti, une alternative fonctionnelle au système corporatif, capable de concilier viabilité économique et respect environnemental. Plus tard, en visitant Willow Creek, Foster fut frappé par l'intégration harmonieuse de la mine dans le paysage enneigé. Nulle trace des cicatrices béantes qu'affichent d'ordinaire les exploitations minières. Ici, grâce aux cartes précises de Sullivan, les opérations se concentraient sur de petites zones. Elle parcourut les relevés de qualité de l'eau et s'émerveilla. Là où tant d'autres échouent à éviter la contamination, vous avez réussi à améliorer l'eau en aval. Sarah expliqua alors leur procédé, une combinaison subtile de méthodes traditionnelles et de filtres innovants, qui éliminaient les polluants anciens tout en bloquant les nouveaux. Certes, cette approche exigeait davantage de main-d'œuvre et réduisait le rendement immédiat. Mais elle protégeait ce que la communauté avait de plus précieux, son eau, sa vie, son avenir. 1 semaine plus tard, la proposition officielle du Trust tomba, un financement considérable pour étendre leur modèle à l'ensemble de la région. Le Trust fournirait le capital, la coopérative Sullivan l'expertise et la gouvernance. C'est la validation de tout ce qu'espérait Thomas Sullivan, déclara Jessica lors d'une réunion d'urgence. Son rêve de développement responsable dépasse désormais cette vallée. L'accord apportait bien plus que des fonds. Il offrait une légitimité institutionnelle, une protection contre les manœuvres des multinationales, un réseau d'alliés dans tout l'Ouest et l'opportunité de documenter leurs méthodes pour les reproduire ailleurs. Pour Sarah et Ethan, ce partenariat apportait aussi une sérénité nouvelle. Le plan de financement incluait un fonds éducatif pour les enfants des membres de la coalition.
Ethan pourrait poursuivre ses études de géologie sans crainte de contraintes financières. Des bourses de recherche étaient prévues pour développer des techniques d'extraction encore plus respectueuses de l'environnement, permettant à Sarah de mettre ses compétences scientifiques au service des mêmes interrogations qui animaient Sullivan des décennies plus tôt. Global Resources, furieuse de cette alliance, changea alors de stratégie. Elle cessa ses recours judiciaires contre Willow Creek et se lança dans une campagne d'acquisition frénétique de petites exploitations minières, cherchant à contrôler les raffineries et les infrastructures de transport. Mais déjà, le vent avait tourné. La communauté avait prouvé qu'un autre monde était possible. Et dans le regard d'Ethan, brillant d'espoir et de détermination, Sarah lisait une vérité simple, l'avenir n'appartenait pas aux puissants de passage, mais à ceux qui savaient écouter la terre et la respecter. Par un matin clair de février, alors que la neige encore fraîche recouvrait les sentiers de montagne, un grondement grave brisa le silence. Un imposant SUV de luxe peinait à tracer sa route sur les pentes glacées, dessinant des sillons incongrus dans la blancheur immaculée. De l'habitacle surgit Richard Blackwell en personne. Son costume impeccable et son assurance de magnate trahissaient à peine les mois d'opposition acharnée qui avaient érodé le vernis froid de son arrogance. Il se posta devant la petite cabane, le souffle visible dans l'air glacé, et s'adressa à Sarah d'un ton dépouillé de toute politesse superflue. « Madame Winters, je vais être franc. Ce qui a commencé comme une simple divergence sur un unique droit minier est devenu une menace sérieuse. Ce que vous construisez ici ne remet pas seulement en cause un contrat. Cela menace les principes mêmes qui gouvernent toute l'industrie extractive. » Ces mots claquaient comme des avertissements. Puis il lâcha son offre, 3 millions de dollars, en échange des droits complets sur la documentation de Sullivan et de l'arrêt immédiat de leur partenariat avec l'organisme environnemental Westland. Sarah sentit son cœur battre plus fort. La somme dépassait tout ce qu'elle aurait pu imaginer quelques mois plus tôt, à l'époque où 50 cents représentaient l'intégralité de leurs ressources et où chaque décision se prenait dans l'angoisse de manquer de tout. Avec cet argent, elle pouvait offrir à Ethan une vie sans menace juridique, une éducation prestigieuse, la promesse d'une sécurité durable. Tout semblait rationnel, accepter l'argent, tourner la page, coopérer plutôt que résister. Mais Sarah redressa les épaules. Sa voix fut ferme, presque solennelle. « Monsieur Blackwell, j'apprécie votre franchise, alors je vais être tout aussi clair. Ce combat n'a jamais été une affaire d'argent. Thomas Sullivan a renoncé à sa propre fortune familiale parce qu'il savait que certains principes valent plus que tous les profits. Nous n'avons pas seulement hérité de ces documents, mais aussi de son éthique. L'argent du sous-sol sera extrait de manière responsable, ou ne le sera pas du tout. » Le visage de Blackwell s'assombrit. La cordialité professionnelle céda à une frustration à peine contenue. « Vous comprenez bien que ce n'est pas terminé, » lança-t-il d'une voix basse. « Mon entreprise dispose de moyens que vous ne pouvez pas imaginer, de stratégies juridiques que votre coalition n'a même pas anticipées. Si je vous ai proposé une coopération, c'est uniquement parce qu'il m'arrangeait de retirer les obstacles en douceur. Mais je n'exclus jamais de les éliminer par la force de la concurrence. » Ce ton menaçant confirma les analyses de Jessica Morrison. Global Resources ne cherchait plus seulement à s'opposer, mais à dominer, à écraser toute alternative en donnant l'illusion que le modèle communautaire était voué à l'échec. La semaine suivante, la stratégie se fit évidente. 3 gigantesques demandes de permis d'exploitation furent déposées pour des sites voisins des propriétés de la coalition. Ces projets colossaux, avec leurs infrastructures démesurées, promettaient d'extraire des volumes de minerais sans commune mesure avec les opérations prudentes et limitées du groupement. Les commissaires du comté se retrouvèrent pris en étau, d'un côté, la population locale, qui soutenait massivement la démarche durable de la coopérative, de l'autre, Global Resources, qui agitait la promesse de centaines d'emplois, de millions de recettes fiscales et d'infrastructures qu'aucun budget municipal ne pouvait financer seul. Le jour de l'audience publique, le palais de justice fut submergé par la foule. Les membres de la coalition présentèrent des études précises, projections sur l'impact hydrologique, menaces pour la faune, coûts écologiques à long terme. En face, les représentants de Global déployèrent leurs graphiques et leurs promesses, création massive d'emplois, croissance économique, techniques modernes supposées réduire les nuisances. Derrière ces débats techniques se dessinait une fracture idéologique. Global incarnait l'économie extractive classique, rendement maximum, acceptation des dégâts comme prise inévitable du progrès, priorité aux actionnaires éloignés. La Sullivan Resources Coopérative, elle, représentait une autre voie, extraire avec mesure, protéger l'environnement, partager équitablement les bénéfices avec ceux qui vivaient réellement sur ces terres. Sarah prit la parole à son tour,
le regard droit, la voix vibrante. L'intention de Sullivan n'a jamais été d'empêcher tout développement. Mais il a voulu que ce développement serve avant tout les communautés, et non les profits d'actionnaires invisibles. L'argent contenu dans ces montagnes n'appartient à aucune personne, à aucune compagnie. C'est une richesse naturelle qui doit bénéficier à ceux qui vivent ici, à ceux qui en subiront aussi les conséquences. Les commissaires, troublés, repoussèrent leurs décisions et exigèrent de nouvelles études d'impact. Cette victoire procédurale offrait un précieux répit, mais personne ne se faisait d'illusions, le conflit restait entier, et Global n'abandonnerait pas son objectif de mainmise. C'est au cœur de cette accalmie fragile qu'Ethan fit une découverte qui changea tout. En préparant ses dossiers pour son programme d'été à l'école des mines du Colorado, il repéra des incohérences dans les notations géologiques de Sullivan, de légers décalages entre coordonnées et descriptions. Intrigué, il poursuivit ses recherches et décela un motif récurrent. Sullivan n'avait pas commis d'erreur. Il avait volontairement déplacé certains points, comme s'il avait voulu brouiller les pistes. Ces altérations formaient un code, une seconde couche d'informations réservée à ceux qui connaissaient intimement le paysage. Ethan, les yeux brillants, expliqua à sa mère. « Maman, Sullivan a créé un système de sécurité. Les coordonnées modifiées pointent toutes vers des repères visibles depuis les fenêtres de la cabane. Si tu n'as pas vécu ici, si tu ne connais pas la montagne comme lui, tu passes à côté de gisements entiers. » Cette révélation expliquait pourquoi les équipes de Global, avec toute leur technologie, n'avaient pas su retrouver certains filons mentionnés dans les carnets. Ils avaient lu les cartes comme des données brutes, incapables d'en percevoir la logique cachée. Plus extraordinaire encore, les coordonnées corrigées désignaient des dépôts importants situés en dehors des zones déjà revendiquées par Global ou par la coopérative. Ces terres restaient libres, disponibles pour de nouveaux dépôts de demande si elles étaient documentées à temps. Avec l'aide de Jessica Morrison, la coalition déposa rapidement des dossiers sur ces sites secrets. Chaque nouvelle revendication renforçait le modèle communautaire, élargissait l'assise des opérations durables, et consolidait l'héritage éthique de Sullivan. Au début de l'été, la Sullivan Resources Coopérative contrôlait désormais la majorité des gisements viables de la région. Global conservait ses exploitations massives, mais se retrouvait enfermé dans des limites infranchissables. Deux modèles coexistaient, côte à côte, l'industrie lourde, standardisée, destructrice, et l'approche patiente, mesurée, respectueuse des équilibres naturels. Les contrastes devinrent éclatants. D'un côté, les sites de Global exhibaient leurs cicatrices, machines géantes, sols éventrés, paysages défigurés. De l'autre, la coopérative poursuivait l'extraction ciblée, avec une surveillance constante, une remise en état immédiate, un impact visuel minime. Les résultats scientifiques confirmèrent ces différences. Les mesures de qualité de l'eau en aval parlèrent d'elles-mêmes. Chez Global, malgré le respect apparent des normes, les analyses révélaient une dégradation lente mais inexorable. Rien de spectaculaire, rien qui déclenche des sanctions, mais assez pour démontrer l'accumulation insidieuse des dommages. À l'inverse, les sites de la coopérative montraient un phénomène presque inédit, l'eau, en quittant leurs installations, se révélait plus pure qu'en y entrant. Leur système de filtration éliminait les polluants hérités du passé tout en empêchant toute nouvelle contamination. Ces preuves attirèrent rapidement l'attention bien au-delà du comté. Des chercheurs universitaires vinrent installer des stations de surveillance pour comparer scientifiquement les deux approches. Des économistes analysèrent la redistribution des bénéfices, profits concentrés dans les mains d'actionnaires lointains d'un côté, prospérité locale et durable de l'autre. Des agences gouvernementales étudièrent comment adapter leur cadre réglementaire à ces modèles divergents. Sarah, autrefois simple enseignante de chimie réduite à compter chaque pièce pour nourrir son fils, se retrouva propulsée sur le devant de la scène. On l'invita à témoigner lors de conférences environnementales, à conseiller des comités législatifs, à exposer la philosophie de Sullivan devant des décideurs avides d'alternatives durables. Sa voix, jadis tremblante sous le poids de l'incertitude, portait désormais avec la conviction de l'expérience. Ethan, lui, grandissait dans cet environnement bouillonnant. Sa curiosité naturelle, alliée à la rigueur méthodique de Sullivan, fit de lui un jeune prodige en géologie. Son programme d'été, prévu comme une initiation, se transforma en véritable projet de recherche lorsque ses professeurs découvrirent son aisance à manier les documents codés de Sullivan. Ses analyses pratiques surpassaient celles de bien des étudiants avancés. Ainsi, dans cette vallée autrefois convoitée par la seule logique du profit, un autre récit se tissait. Un récit où la mémoire d'un homme visionnaire, le courage d'une mère et l'intelligence émergente d'un fils bâtissaient, pierre après pierre,
la preuve vivante qu'une autre manière d'exploiter les richesses de la terre était non seulement possible, mais durable, juste et exemplaire. La coopérative des ressources Sullivan poursuivait son expansion, guidée par une mise en œuvre méthodique des principes fondateurs. Chaque nouveau site d'extraction respectait des critères environnementaux stricts, cherchant à maintenir l'équilibre fragile qu'avait toujours défendu Thomas Sullivan, exploiter les richesses de la terre sans sacrifier la beauté et l'intégrité du paysage. Les installations de traitement n'étaient plus de simples répliques des usines industrielles traditionnelles, elles intégraient des technologies novatrices, conçues pour réduire la consommation d'énergie et limiter au maximum les déchets. Dans le même temps, la coopérative mettait en place des programmes de formation à destination des habitants locaux. Plutôt que d'importer une main-d'œuvre spécialisée et étrangère à la région, elle cultivait une expertise sur place, renforçant ainsi les capacités de la communauté à gérer durablement ses propres ressources. La prédiction de Margaret Foster, qui croyait fermement au potentiel du modèle, s'avérait juste, un véritable système alternatif à l'extraction conventionnelle venait de naître. La réussite éclatante de la coopérative attirait désormais l'attention bien au-delà des frontières de la vallée. Des régions confrontées au même conflit entre industries extractives et besoins communautaires regardaient ce modèle comme une promesse crédible. En partenariat avec le Westland Environmental Trust, la coopérative diffusait ses méthodes, documentation, sessions de formation, visites de terrain. Ce qui avait commencé comme la lutte obstinée d'un seul homme contre la logique implacable du profit se transformait peu à peu en un cadre reproductible, applicable à des contextes variés dans le monde entier. Bientôt, même les chercheurs s'y intéressèrent. Une équipe de l'Université de la Colombie-Britannique, spécialisée en gestion durable des ressources, passa un mois entier à observer, analyser et documenter ce modèle unique. Leur étude mit en lumière l'originalité du système, loin des structures corporatives traditionnelles, où l'autorité descend en cascade depuis le capital investi, la coopérative établissait un équilibre subtil entre les intérêts de tous. Les décisions se prenaient de façon collective, tenant compte à la fois des enjeux économiques, de la préservation culturelle, de la protection de l'environnement et de la responsabilité intergénérationnelle. Cette approche contrastait radicalement avec le schéma classique où les communautés affectées se retrouvent en position d'adversaire face aux compagnies minières, avec les autorités publiques réduites au rôle d'arbitre entre des priorités irréconciliables. Ici, la participation active des habitants au choix de gestion réduisait les tensions, désamorçait les conflits et améliorait les résultats sur de nombreux indicateurs. Un rapport économique indépendant vint confirmer la solidité du modèle. Certes, la coopérative générait moins de profits concentrés que Global Resources, mais elle redistribuait ses bénéfices de manière plus équitable dans la population. Là où l'exploitation industrielle créait peu d'emplois, certes mieux rémunérés, mais avec des dividendes s'évaporant vers des actionnaires lointains, la coopérative embauchait davantage de résidents locaux. Les salaires étaient légèrement inférieurs mais restaient supérieurs à la moyenne, et surtout, les retombées circulaient dans les commerces, les écoles, les services de la communauté. Un tournant se produisit en août, lorsque Global Resources tenta de limiter l'accès de la coopérative aux installations de traitement essentielles. Ayant acquis le contrôle des fonderies régionales, la multinationale annonça une nouvelle politique, priorité aux minerais issus de ses propres filiales et imposition de frais exorbitants aux producteurs indépendants. La coopérative répliqua en accélérant le développement de ses propres infrastructures. Grâce au partenariat Westland, elle finança des usines de petite taille, expérimentant des technologies propres qui réduisaient à la fois l'empreinte énergétique et l'impact environnemental. Ce qui avait commencé comme une défense de survie se transforma en avantage compétitif, le traitement local supprimait les coûts de transport et créait de nouveaux emplois. Fait étonnant, cette dynamique attira même certains cadres intermédiaires de Global Resources. Ayant constaté de près le succès du modèle communautaire, ils approchèrent la coopérative, exprimant leur désir de rejoindre une organisation capable de concilier opportunités économiques et responsabilité écologique. Mais la reconnaissance la plus inattendue survint lors d'une conférence internationale de l'industrie minière. Global Resources et la coopérative Sullivan y furent invités pour présenter leurs approches respectives d'extraction de l'argent. Les données techniques révélèrent un contraste frappant. Si Global produisait davantage à court terme, la coopérative affichait des performances nettement supérieures en matière de durabilité, qualité de l'eau souterraine, stabilité des sols, préservation des habitats naturels. C'est à ce moment précis qu'un courrier vint achever de relier la coopérative à l'héritage de Sullivan. Une enveloppe du cabinet d'avocats de Denver contenait un document oublié. Thomas Sullivan avait jadis créé une fiducie conditionnelle avant d'abandonner ses droits d'héritage. Elle stipulait que quiconque mettrait en œuvre son cadre d'exploitation durable aurait droit à des actifs réservés issus du patrimoine familial.
Jessica Morrison confirma l'authenticité du texte, cette fiducie dormait depuis des décennies, ses fonds soigneusement gérés pendant plus de 50 ans. Ce n'étaient pas des milliards arrachés par une exploitation effrénée, mais un capital suffisant pour garantir la pérennité de la coopérative face aux aléas du marché et aux attaques des géants industriels. Sullivan avait renoncé à la richesse immédiate pour préserver des ressources destinées à un avenir où l'on préférerait le principe au profit. Ce soutien tombait à point nommé, Margaret Foster venait d'obtenir des partenariats financiers permettant d'étendre le modèle à d'autres gisements de l'Ouest américain. Un véritable réseau de coopératives locales était en train de naître. À Pineville, lors d'une conférence régionale, des représentants de dizaines de communautés vinrent écouter l'expérience de Sarah et des siens. Les résultats de 2 années d'activité étaient sans appel, la gouvernance communautaire pouvait assurer la durabilité écologique tout en garantissant un revenu suffisant aux populations concernées. Le message central résonna comme une évidence, une autre voie est possible. Entre l'extraction sauvage et la préservation intégrale, il existe un chemin d'équilibre, le développement durable, qui respecte à la fois les besoins humains et l'intégrité de la nature. Même Global Resources finit par reconnaître la montée en puissance de cette approche. Son conseil d'administration lança une révision stratégique de ses pratiques, intégrant certains éléments du modèle Sullivan dans ses plans de durabilité, gestion de l'eau, implication des communautés locales. Pour la coopérative, cette évolution suscita des réactions partagées. Certains y voyaient une victoire, l'industrie contrainte d'évoluer sous la pression d'un exemple. D'autres restaient sceptiques, dénonçant une adoption superficielle sans réelle remise en cause de la logique du profit. Sarah comprenait ces 2 regards, le changement authentique surgit rarement d'un seul bloc, il se construit, fragile, à mi-chemin entre l'idéal et le compromis. Pour Ethan, ce fut un moment décisif. Invité par des professeurs de la Colorado School of Mines, il entama des travaux de recherche comparant les modèles d'extraction. Ces observations minutieuses, consignées depuis le premier jour, devinrent la base d'articles académiques appelés à influencer les standards industriels bien au-delà de leur région. Ainsi se réalisait l'intuition de Sullivan, la gestion responsable des ressources exigeait de penser non seulement en termes de territoire, mais aussi de génération. En préservant son savoir durant un demi-siècle, il avait offert la possibilité d'un basculement historique. 1 an après la décision du juge Stone, Sarah et Ethan gravirent ensemble la crête favorite de Sullivan. De là-haut, la vallée s'étendait sous un soleil d'été. Les fleurs sauvages constellaient les dalles de granit, les forêts verdoyantes s'enfonçaient jusqu'à l'horizon. Dans ce panorama, 2 empreintes se distinguaient, d'un côté, les installations industrielles de Global, confinées à leurs concessions, de l'autre, les sites plus discrets de la coopérative, disséminés selon les cartes méticuleuses de Sullivan. « Penses-tu que nous avons fait les bons choix ?» demanda Sarah, le regard perdu dans la lumière mouvante sur la vallée. Tant de décisions, tant de chemins possibles. Ethan réfléchit longuement, marqué par les épreuves qu'ils avaient traversées. « Je crois que nous avons fait les choix de Sullivan. Il a tout documenté parce qu'il croyait que les bonnes personnes finiraient par trouver son travail et l'utiliser à bon escient. Et tu penses que nous sommes ces personnes ? Je pense que nous le sommes devenus, parce que nous avons choisi d'honorer son héritage plutôt que de le vendre. Nous aurions pu accepter l'argent de Global, vivre confortablement ailleurs. Mais nous sommes restés, et nous avons construit quelque chose qui compte. Ce qu'ils avaient bâti dépassait la simple amélioration matérielle, même si leur confort avait progressé au-delà de tout ce qu'ils auraient imaginé en achetant la cabane délabrée. La véritable transformation résidait dans le sens retrouvé, un lien entre passé et futur, entre un homme isolé qui avait cru en ses principes et une communauté désormais prête à porter son flambeau. Leur mise à prix dérisoire de 50 cents avait rapporté des dividendes inestimables, des liens humains, un cadre éthique, une preuve vivante qu'une autre économie était possible. La cabane elle-même s'était métamorphosée, toit consolidé, fenêtres neuves, espace agrandi, modernité intégrée sans trahir l'âme originelle. Elle n'était plus seulement un abri, mais un témoignage tangible des valeurs de Sullivan. Chaque pierre, chaque poutre portait désormais la marque de cette histoire. À la tombée du jour, Sarah et Ethan redescendirent vers leur foyer. Autour d'eux, les ouvriers de la coopérative quittaient le travail pour retrouver leur famille. Plus loin, les installations de Global continuaient de tourner, leurs machines rugissant tard dans la nuit pour maximiser la production. Le contraste demeurait visible, presque symbolique, 2 visions du monde, 2 manières de concevoir l'avenir. Et au milieu de ce duel silencieux, la certitude qu'ils avaient choisi le camp de l'espérance. La dynamique compétitive avait fini par se transformer en une forme de coexistence fragile, presque hésitante. Chaque modèle,
qu'il s'agisse de celui des grandes entreprises ou de l'expérience communautaire née dans cette vallée, avait démontré sa viabilité, mais dans des cadres de priorité profondément différents. L'un ne pouvait pas anéantir totalement l'autre, chacun existait, parfois en tension, parfois en parallèle, comme si la montagne elle-même rappelait que la diversité des chemins faisait partie de l'équilibre. À l'intérieur de la cabane, sur la table usée mais solide, reposait le journal de Sullivan, ouvert à la dernière page, celle où il avait consigné un ultime conseil. Cette simple phrase guidait chacun de leurs choix depuis qu'ils avaient découvert ces précieux documents, « Les montagnes nous survivront toutes et tous. Notre devoir est de ne prendre que ce dont nous avons réellement besoin et de laisser la terre en meilleur état que nous ne l'avons trouvée. » Ces mots, simples en apparence, portaient en eux une force capable de transformer une vie entière. Ce soir-là, Sarah préparait le dîner avec des légumes récoltés dans leur jardin désormais florissant, une réussite arrachée à la patience et au labeur quotidien. Pendant ce temps, Ethan organisait ses notes et ses échantillons pour son prochain projet scolaire. Autour de la table, leur conversation se tissait comme une trame subtile, elle oscillait entre les nécessités du quotidien semer, récolter, réparer et les grandes questions de société, comment gérer durablement les ressources? Où s'arrête la responsabilité individuelle et où commence celle de la communauté? Comment bâtir un avenir sans répéter les erreurs du passé? Leur échange reflétait à merveille l'esprit de Sullivan, une approche pratique, ancrée dans la réalité tangible, mais guidée par des principes éthiques qui dépassaient le simple destin personnel. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlèrent des prochains projets de la coopérative, restaurer les bassins versants endommagés par les anciennes exploitations, développer des programmes éducatifs dans les écoles, créer des formations en apprentissage pour transmettre les savoirs techniques nécessaires à une gestion durable des ressources. Chacun de ces projets s'enracinait dans l'idée que l'extraction n'était qu'un élément d'un système bien plus vaste, un écosystème de relations entre la terre, ses richesses et les communautés humaines. Quand la nuit commença à tomber et que les étoiles s'allumèrent au-dessus des crêtes, Sarah sortit sur le perron. Le silence de la montagne l'enveloppa, et, au loin, elle aperçut les lumières de Pineville, scintillant comme des promesses fragiles dans l'obscurité. Ces points lumineux incarnaient les liens communautaires qui avaient transformé leur combat solitaire en une cause partagée. Mais l'ombre dense dissimulant les installations industrielles de Global rappelait aussi une vérité plus dure, souvent, les alternatives ne remplacent pas immédiatement les modèles anciens, elles coexistent avec eux, en équilibre précaire. Sarah se souvint alors du jour de l'enchère, de ce moment presque insensé où elle avait levé la main avec seulement 50 cents en poche. Les regards sceptiques, les sourires moqueurs, et en face d'elle, Richard Blackwell, incarnation de la puissance implacable du capital. Elle avait lâché cette phrase, mi-bravade, mi-désespoir, parfois, l'acte le plus courageux consiste à tout miser sur ce qui semble n'être rien du tout. Sur le moment, ce n'avait été qu'un masque, une manière de cacher la peur. Mais les années avaient montré que c'était une vérité profonde. Leur pari, dérisoire en apparence, avait engendré des fruits qu'aucun calcul financier n'aurait pu prédire, non seulement de l'argent tiré de la montagne, mais une raison d'exister, une communauté soudée, un sens plus grand que leur simple survie. La cabane elle-même se dressait comme une preuve tangible de cette métamorphose. Ses murs consolidés n'abritaient plus seulement une femme et son fils, mais une idée, une vision assez forte pour ébranler des modèles d'exploitation qui dominaient l'économie depuis des générations. Dans chacune de ces pièces rénovées, l'héritage de Sullivan avait trouvé une nouvelle vie, reliant les principes du passé aux promesses de l'avenir par l'action concrète du présent. Ce demi-dollar n'avait pas seulement acheté 4 murs et un toit. Il avait ouvert un horizon, rappelant que la valeur se cache parfois dans ce que tout le monde méprise, attendant le regard courageux de celles et ceux capables d'investir là où la sagesse conventionnelle ne voit que perte. Quand Sarah revint à l'intérieur, la nuit tombait, elle trouva Ethan penché sur son propre journal, écrivant avec une précision qui rappelait irrésistiblement celle de Sullivan, des décennies plus tôt. Ce n'était pas une simple coïncidence, c'était une véritable transmission, non pas par le sang, mais par un engagement partagé envers des principes qui dépassaient les individus. Le lendemain amènerait son lot de défis, des réunions de coalition sur de nouveaux projets d'expansion, des suivis environnementaux sur les sites déjà en activité, des débats communautaires pour trouver l'équilibre entre développement et préservation. Mais ce soir, il pouvait savourer le chemin parcouru depuis cette première nuit, glaciale et incertaine, quand ils s'étaient endormis sur un sol poussiéreux, enveloppés de leur sac de couchage, suspendus à un fil d'espoir si mince qu'il paraissait prêt à se rompre. Ce demi-dollar qui avait semblé un geste de désespoir était devenu le passeport vers une vision nouvelle. Il leur avait enseigné que la véritable richesse se cache sous les apparences, qu'il faut parfois gratter le vernis des évidences pour trouver l'or ou l'argent ou des possibilités profondes.
Sullivan l'avait compris lorsqu'il cartographiait des dépôts ignorés par tous. Sarah l'avait prouvé en osant croire en une cabane oubliée. Et Ethan, désormais, le prolongeait par ses propres recherches, explorant des voies que personne n'avait encore songé à emprunter. Cette même intuition constituait le socle de leur action, regarder au-delà de la surface, découvrir des potentialités cachées, les révéler par la connaissance, l'engagement et l'éthique. Car l'argent enfoui sous ces montagnes n'avait jamais attendu simplement d'être découvert, il attendait d'être préservé et utilisé avec responsabilité, dans un équilibre fragile entre exploitation et sauvegarde, bénéfices immédiats et durabilité pour les générations futures. Avant de se coucher, Sarah prit son journal et ajouta une nouvelle page à cette longue chronique. Elle écrivit, 2 ans depuis la découverte de l'héritage de Sullivan. La coopérative s'étend désormais à l'échelle régionale. Ethan a été accepté à la Colorado School of Mines. Même Global commence à adopter certains aspects de notre approche. La vision de Sullivan dépasse désormais cette vallée et pourrait transformer les pratiques d'extraction à l'échelle de toute la région. Tout cela à partir d'un demi-dollar et de la force de principe qui transcende les circonstances immédiates. Elle referma le carnet avec un sourire. Elle savait que leur histoire pouvait sembler exceptionnelle, presque irréelle. Mais au fond, elle incarnait une vérité universelle, quand le désespoir rencontre la détermination fondée sur des principes solides, les miracles deviennent possibles. Le plus grand héritage de Sullivan n'était pas l'argent ou les cartes géologiques qu'il avait laissées. C'était cette conviction profonde, on peut concilier exploitation et préservation, besoins présents et responsabilité intergénérationnelle. Ainsi, leur modeste cabane de 50 cents s'était transformée en creuset improbable, forgeant non seulement leur destin, mais aussi de nouvelles pratiques de gestion des ressources. Celle qui n'était autrefois qu'une femme désespérée, cherchant un abri pour son enfant, était devenue une catalyseuse de changements systémiques. Et l'enfant qui l'avait suivi dans l'inconnu portait maintenant en lui la promesse d'un avenir différent. Ensemble, ils avaient démontré qu'il suffit parfois d'un geste minuscule, d'un pari insensé, mais guidé par des principes clairs, pour déclencher les plus grandes transformations.